Joris Daudet est mon 5e invité pour un épisode hors norme. Joris, c'est le GOAT du BMX Racing mondial. 6 titres US, un record absolu, 3 titres de champion du monde UCI et l'or olympique à Paris. Le palmarès est tellement stratosphérique qu'on va simplement s'arrêter là. Dans cet épisode, il se livre comme jamais. Paris 2024, son expérience aux US, ses débuts en BMX, on décortique ses qualités physiques et techniques de cyborg, ses désillusions, et pour la première fois on revoit ensemble ses courses légendaires avec ses retours à chaud. Sortez le popcorn, Background vous l'offre sur un plateau, pour l'amour du BMX. Bienvenue sur Background, c'est la rentrée. Déjà, j'espère que vous avez profité de votre été, que vous avez pu bien rider, que vous vous êtes bien ressourcés. Je vous avais dit qu'il y aurait un épisode Big Bang, donc ça y est, on y est. Avant de démarrer, j'ai un petit message à vous faire passer. J'aimerais tous vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux du coup à nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur Background. Donc un grand merci pour ça. Vous êtes de plus en plus nombreux également à nous écouter du coup sur Spotify ou Apple Podcast. Merci à vous vraiment de nous aider, de nous accompagner. Une fois de plus, abonnez-vous. C'est pas simplement pour nous faire plaisir, mais c'est comme ça aussi qu'on gagne en puissance, qu'on gagne en crédibilité. Donc merci pour tout. On va attaquer tout de suite. Aujourd'hui, je suis avec un athlète de renom, Joris Daudet, tout simplement 6 fois champion US, triple champion du monde, 4 participations aux Jeux Olympiques et du coup une médaille olympique en 2024. Joris, comment vas-tu? Ça va Momo, la forme et toi? Bon écoute, on est bien, là, on est chez Tranquille, on est toi. au calme. On est chez toi. Ouais. Il y a de magnifiques maillots derrière. Là, écoute, je pense qu'il n'y avait pas meilleur spot, meilleur setup pour nous, pour pouvoir s'installer, pour pouvoir passer ce temps, cet entretien avec toi. Écoute, on est super enthousiaste. J'ai énormément de questions, énormément de sujets à te proposer. Donc, on y va. Donc, Let's go. petit rappel aussi pour les personnes qui vont nous regarder, qui vont nous écouter. On est en train de tourner ce podcast, ou on l'a tourné juste avant le championnat du monde. Ok, donc à considérer. On te souhaite tout le meilleur en tout cas pour cette compète-là qui va arriver tout bientôt. Joris, moi la toute première question que j'aimerais te poser parce que une fois de plus, tu as 34 ans aujourd'hui, on se connaît bien, toi et moi, on a roulé ensemble. Moi j'ai l'impression que c'était il y a 4 vies déjà, mais tu es encore sur le circuit, tu gagnes toujours, c'est juste hors norme, incroyable. Aujourd'hui, si tu devais définir vraiment, Joris Daudet, ta carrière, en 3 moments forts, ça serait lesquels? 3 moments forts. Je pense que déjà il y a une première partie de ma carrière, ça a été avant de passer en élite, avant d'avoir le premier titre élite. Donc voilà, j'ai commencé en 99 et on va dire jusqu'en 2010, mon premier championnat du monde élite, premier podium au championnat du monde élite. Et puis ensuite, je dirais 2010 à 2014-15 quand je suis parti aux US. 2015, mon premier titre US. Donc ouais, deuxième partie de ma carrière et puis troisième 2015 à 2024 pour le moment, on va dire. C'est pas fini, donc voilà. Mais ouais, trois époques un petit peu et trois moments importants dans ma carrière sportive, on va dire. Donc vraiment du coup, toute ta jeunesse, les petites catégories, Benjamin, minime, cadet, junior, transition élite. Tu parlais de 2010, ton premier podium du coup. Ouais. Je me rappelle, c'était à Pietermaritzburg en Afrique du Sud en 2010, Exactement. effectivement. Après toutes les années du coup qui ont succédé à ça, il y a eu 2012 qui est passé par là, ton départ aux US. Ouais. Et on va dire une fois que tu es arrivé aux US, jusqu'à aujourd'hui, on va dire la troisième partie. Ouais. Écoute, c'est plutôt cool parce que ça fit plutôt bien avec la trame du coup de cet épisode-là. Tu peux pas savoir le nombre de messages que j'ai reçus et ça clairement, qui me disaient putain c'est cool et tout. Sylvain, Romain, à quand Joris? Donc déjà tu nous fais une faveur de pouvoir nous accueillir chez toi. Une fois de plus, le setup est juste trop fou. Donc merci. En ce qui concerne, on va parler tout de suite, hein, on va sauter dans le bain, on va parler de Paris. Ça a été tes 4e JO. Moi, il y a une question, tu vois, que je me suis énormément posée, et surtout connaissant un petit peu le sport, te connaissant aussi, j'ose imaginer que non seulement il y avait beaucoup de pression sur ces jeux-là, mais je me dis aussi que la frustration que tu pouvais avoir sur tes 3 premières participations devait être énorme. Comment tu as su, du coup, tourner cette frustration justement en force
et faire en sorte, tu vois, qu'arriver à Paris, que tu n'aies pas réellement beaucoup de pression, même si j'ose Ouais, imaginer que tu en avais énormément. Parle-moi un petit peu de ça. Déjà, ouais, Paris, la pression, forcément, Jeux Olympiques à la maison. C'est sûr qu'on avait de la pression. On était, enfin, tous les trois Français, hein. On était chez nous. Je vais dire pour tout le monde un peu du BMX, on était les grands favoris parce qu'on était à la maison. Tout le monde pensait qu'on avait poncé la piste comme des fous et que voilà que c'était notre jardin et qu'on allait forcément gagner. Enfin bref, donc ça allait être facile. Ouais, voilà, que ça allait être facile et que les autres avaient aucune chance et que voilà. Mais bon, ça s'est pas du tout passé comme ça dès le début. Mais ensuite, ouais. Après, comme on a pu parler tout à l'heure un petit peu, j'ai jamais eu vraiment de déception forcément des jeux avant, mais pas de rancune et pas une volonté de forcément prouver et absolument remporter cette médaille. Et tu vois, j'ai jamais eu ce sentiment de revanche vraiment. C'est sûr que la médaille, je la voulais parce que potentiellement c'était mes derniers et voilà à la maison, la famille et tout ça. C'est sûr que voilà, j'avais vraiment envie, mais après une revanche pour moi, c'était pas forcément une revanche. Enfin, je l'ai pas vécu comme ça en tout cas dans mon entraînement ou dans ma façon de m'entraîner, de voir l'événement. Après, une envie forcément peut-être un petit peu plus forte parce que c'était en France et parce que j'avais jamais remporté de médaille. Donc voilà, mais revanche, j'étais pas forcément revanchard. Ça a permis de désacraliser un petit peu l'événement. Mais en fait, c'était vraiment une continuité pour toi, plus qu'autre chose. Parce que tu me parlais de toutes les compétitions que tu as pu faire, championnat d'Europe, Coupe du Monde, championnat du monde, championnat US, etc. Tu t'en faisais un objectif, mais pas forcément l'objectif ultime, tout ou rien. Ouais, exactement. Ouais. Forcément, je voulais cette médaille. Ça m'aurait embêté de finir ma carrière sans médaille olympique, ça c'est sûr, parce que avec tous les titres et les médailles que j'ai eues, ça m'aurait quand même fait chier quoi. mais ouais, j'étais pas dans l'optique où revanchard, ça a pas marché les 3 années. Faut absolument que je le fasse. Enfin voilà, c'est la dernière chance ou pas. J'étais pas du tout dans cette optique-là. Et puis franchement, la pression elle était là, mais on l'a pas vécu. Pas pire que ça, quoi. On avait bien travaillé. Je pense qu'on était tous physiquement prêts, mentalement aussi. On savait qu'on allait arriver là, qu'on nous attendait. C'était pas vos premiers non plus. C'était pas nos premiers. On a eu des échecs, on a tous eu des échecs. Et puis voilà, on était prêts à faire ce qu'on sait faire et à en découdre. Et puis voilà, on était vraiment focus sur ce qu'on avait à faire et concentré au maximum. Ouais. Est-ce que tu étais davantage dans ta bulle par rapport aux 3 premières éditions? Participation que tu as pu faire, ou au final, pour toi, tu avais forcément ta routine de performance également. Dans quel état d'esprit tu as su te mettre? Est-ce que, on en parlait un petit peu avec Romain, avec Sylvain, est-ce que tu vois, il y avait vraiment une préparation spécifique, ne serait-ce que sur l'aspect mental, ou au final, tu étais vraiment en mode go with the flow, et voilà, c'était qu'une course qui arrive à ce moment-là de ta saison, ça aurait été l'apothéose de ta saison, bien évidemment, mais t'as pas mis plus de poids que ça derrière J'ai essayé de pas mettre plus de poids que ça, forcément. Après, c'est les Jeux Olympiques, donc forcément, c'est pas une course comme une autre. On a fait des dizaines et des dizaines de championnats du monde, mais les Jeux Olympiques, c'est pas pareil. L'aspect médiatique, tout est différent. Enfin, l'événement est différent. Les personnes qu'on voit autour, elles sont différentes. Donc oui, forcément, je me suis concentré là-dessus. C'était l'objectif. L'objectif de ma saison et puis l'objectif presque de ma vie, quoi, on va dire, de ma carrière. Les Jeux Olympiques, forcément, et à la maison, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui peuvent avoir participé aux Jeux à la maison. Donc ouais, tout s'est vraiment goupillé comme quoi, voilà, c'était l'objectif. Je vais pas dire de la fin d'une carrière parce que je sais pas où j'en suis ou où je vais aller, quoi que ce soit, mais vraiment, pour moi, c'était. Voilà, il est arrivé là, j'ai tout mis en place, mon entraînement physique, mon entraînement mental, où j'ai vachement bossé aussi depuis des années. Et puis voilà, je me suis entouré des personnes que j'avais confiance et puis on a bossé dans l'ombre, hein, comme souvent, comme les sportifs de haut niveau. Hein. Avec ta petite cellule, ton exactement. Et puis voilà, et puis on a performé. En plus, l'année avait été assez compliquée parce que tu t'es blessé, tu t'es fracturé la clavicule. C'était quand? C'était janvier, février? Février, ouais.
février. Donc, c'était quoi, 5 mois avant les Jeux Olympiques, plus ou moins. Ouais. De quelle manière tu as pu aborder cette blessure? Est-ce que ça t'a mis un vrai coup au moral derrière ou au contraire, enfin, là, pareil, avec ton expérience, aussi ton côté très professionnel, que ce soit au niveau voilà, ton approche vis-à-vis du sport, vis-à-vis de la préparation, tu étais serein sur le fait que ça n'allait pas forcément te freiner plus que ça. De quelle manière, au final, tu as pu aborder cette blessure? Ouais, bah après c'est toujours un peu pénible d'avoir une blessure comme ça l'année des Jeux. Forcément, c'était pas optimum, on va dire, mais je l'ai bien vécu. Une clavicule, franchement, c'est rien. On se fait opérer. Si vraiment il faut, 2-3 semaines après, on est sur le vélo et on peut rouler. Donc c'est pas une blessure hyper grave. Donc moi, j'ai pris mon temps parce que je savais que j'avais le temps. J'avais déjà sécurisé ma place au jeu. Donc voilà, avec une belle année 2023, j'étais assez serein sur ça. Et puis j'ai toujours eu le soutien de mon équipe, du staff français. Donc j'étais pas plus, ouais, ça m'a pas vraiment perturbé forcément. Mais voilà, je savais que quand même, il fallait quand même continuer à travailler, se remettre en route parce que je savais que j'allais pas avoir beaucoup de compétitions dans l'année. Donc ouais, j'ai fait les championnats du monde et les Jeux. Donc après ça, donc j'ai pas fait beaucoup de compétitions, mais ouais, l'expérience, mon équipe autour de moi m'a permis vraiment d'être serein et de savoir que ouais, tout allait bien se passer et que je serais prêt au moment présent, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que cette blessure, quelque part, elle t'a peut-être même pas fait elle t'a peut-être fait du bien parce que ça t'a permis de temporiser un petit peu, ça t'a donné quelques semaines de répit où tu as pu être entouré de tes proches, de ta famille. Est-ce que tu penses que ça a été plutôt bénéfique du coup? Ouais, bah maintenant je vais te dire oui parce que j'ai gagné, donc j'ai gagné le championnat du monde, j'ai gagné les Jeux, donc je peux te dire oui. Si j'avais pas eu le résultat, je t'aurais dit ouais non putain c'était pas cool. Mais ouais, je pense que ça m'a permis de me ressourcer avec ma famille. J'ai passé 2-3 semaines à changer un petit peu d'entraînement aussi. Je faisais pas de vélo, donc je faisais des choses différentes. Et ça, je pense que ça fait du bien aussi, voilà, pour le corps, l'esprit, tout ça. Donc, je pense que ouais, ça c'est bien tombé au final. Et puis, comme j'ai dit, j'avais quand même le temps de bien me remettre gentiment, de me repréparer correctement pour les Jeux Olympiques, qui étaient la course ultime de l'année vraiment pour nous et pour toute mon équipe. Donc, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas forcément eu trop peur sur cette blessure. Avec la place au jeu sécurisée, donc je savais que j'avais vraiment fallait que le 2 août je sois en forme et puis ça me laissait quand même le temps de me préparer, quoi. Exactement, au contraire, tu as vraiment eu cette latitude. Ok, écoute, si on se met carrément dans le jour de la course, cette fameuse journée, c'était le 2 août. Si tu dois avoir une image, une sensation, lorsque tu penses à Paris 2024 sur cette journée-là précisément, ça serait laquelle? Il y a beaucoup d'images qui ou une pensée. Ouais, une pensée. J'ai vraiment, pour moi, 2 images qui sont vraiment qui m'auront marqué forcément. C'est quand je passe la ligne d'arrivée et qu'en fait, d'habitude, j'explose un peu de joie quand je passe la ligne d'arrivée. Et là, il y a un effet un peu de comme si, tu vois, le temps s'était un petit peu arrêté et que je savais pas trop ce qui se passait et que c'était arrivé ou c'était pas arrivé, tu vois. Donc je passe la ligne et je me dis au moment où tu étais limite un peu, ouais, c'est fini, qu'est-ce qui s'est passé, putain, on vient de faire la finale des Jeux déjà, tant de travail pour ça, quoi. Et tu vois, et ça, et le deuxième moment, c'est quand je vais voir mes proches, quand on revient tous un peu sur la ligne d'arrivée, sur la dernière ligne droite, et je vois ma femme Tigane, mes enfants, il y avait mon père qui était juste à côté d'elle aussi, et il y avait toute la famille. Donc c'est vraiment les 2 moments qui m'ont marqué parce que dans tous les échecs et tout, c'est les gens qui comptent vraiment. Et ils étaient là au moment de cette victoire et ouais, c'est important et moi c'est ce qui me permet d'avancer, de toujours continuer et c'était vraiment important de pouvoir les voir après ça et de pouvoir célébrer un petit peu tous ensemble après. Ouais. Ce podcast exclusif avec Joris Daudet est soutenu par Chase Bicycles. Fondé par Christophe Lévesque, légende du BMX dans les années 90 et 2000, la marque a pour mission d'apporter au monde du BMX un nouveau standard de performance et de qualité. Ensemble, depuis 2014, ils ont partagé des moments historiques. 6 titres US, 2 titres de champion du monde UCI et une médaille d'or olympique. Le Team Pro est également composé d'Isaac Kennedy. Âgé de 24 ans, l'Australien vainqueur de la Coupe du Monde 2024 est désormais vice-champion du monde 2025.
Barry Nobles, showman sur la piste comme derrière l'écran, cumule 2 titres US en VET Pro et un titre mondial Master en 2023. Allez faire un petit tour sur sa chaîne YouTube, ça vaut le détour. Enfin, Connor Fields a refermé sa carrière en 2022 en emportant avec lui une médaille d'or olympique, remportée à Rio et 3 titres USA BMX. Vous l'aurez compris, Chase Bicycles, c'est la marque des plus grands champions. Découvrez toute la gamme dès maintenant sur leur site internet, le lien est en description. Comment on absorbe un tel moment, tu vois, une telle euphorie, et comme tu l'as très bien dit, après autant d'années, autant d'efforts, comment on se remet de ça? Toi, en tant que... C'est une question, pareil, récurrente que j'ai posée à Romain, que j'ai posée à Sylvain. J'aimerais vraiment avoir ton point de vue sur la chose. Surtout après tout ce que tu as accompli, dans le bon, comme dans le moins bon. Le moins bon, je vais dire, ces fameuses 3 premières participations aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, une sub-question, il y a combien d'athlètes en France, tous sports confondus, qui ont participé à 4 Jeux Olympiques? Je sais pas du tout. Je pense que je pourrais pas te dire, vous mais êtes très peu. Ouais, il y en a pas beaucoup. Il y a les, il y a les, c'est ceux qui ont mon âge à peu près, je vais dire. Je crois que Manodou l'a fait. Manodou doit en avoir fait quelques-uns. Teddy Riner, il en a. Teddy Riner ou dans des sports, tu vois, un peu chelou comme la carabine ou autre. Ouais, sans doute. ouais, doit y en avoir qui durent jusqu'à 50 ans, mais c'est vrai que 4 Olympiades, ça commence à. Ouais. C'est cool. Après, c'est. Ouais. Et comment on s'en remet du coup? De la médaille d'or. Comment est-ce qu'il se remet de tout ça? Bah, c'est dur. C'est dur parce que enfin, je vais dire, mais on a cette médaille qui nous fait lever le matin depuis l'âge de 17-18 ans, quoi. On l'a et maintenant, qu'est-ce qui se passe après ça? On le sait pas forcément, comme on a pu discuter tout à l'heure. Moi, tu sais, mes échecs, ils m'ont... avec les saisons un petit peu américaines et tout ça, moi, ça m'a jamais vraiment dérangé. Enfin, ça m'a dérangé les échecs forcément, mais j'ai toujours pu me remettre un petit peu en route très rapidement. J'avais toujours une compétition US 3-4 semaines après les JO. J'avais toujours un championnat américain que je jouais derrière, donc j'ai jamais vraiment pris de temps après les Jeux pour penser au jeu, pour penser à cet échec. J'étais tout de suite remis dans la compétition et dans ce que j'avais à faire pour finir la saison. Ouais, j'ai jamais eu cette petite déprime, alors que là, la victoire, maintenant c'est fait. J'avais pas envie de retourner à l'entraînement, j'avais pas envie d'aller faire de courses parce que j'avais enfin récolté ce que j'avais cherché et dont j'avais travaillé. Et c'est vrai que c'est différent, c'est des sensations différentes et je pense que la victoire est pas forcément plus facile que l'échec au final, de se remettre en route et d'absorber un petit peu ça. Ouais, donc voilà, il faut retrouver cette motivation, il faut retrouver un petit peu le pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. Et forcément, il y a d'autres objectifs à long terme, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Est-ce qu'il y a le poids justement de l'âge? Tu as été champion olympique à 33 ans, tu as 34 ans aujourd'hui. Rien que ça, d'un point de vue longévité. Oh là là, j'arrive plus à parler. Sors le coup franc. Longévité. Le poids d'une carrière aussi. Est-ce que c'est pas ton premier titre? Enfin, si c'est ton premier titre olympique, mais il y a eu des titres de champion du monde, des titres US, comme tu viens de le dire. On va dire que c'est une carrière plus que bien remplie. C'est juste hors norme. Si on s'en prend simplement, si on considère uniquement les résultats, aujourd'hui, il y a un titre qui te va bien, et je pense qu'on t'en parle souvent, ou en tout cas, c'est la dénomination de GOAT, Greatest of All Time. Tu es un peu le Kelly Slater de la discipline, mais clairement, mathématiquement, une chose est sûre, c'est que c'est imparable. J'imagine que tout ça s'ajoute aussi. Dans un sens, pour derrière, après se relancer et repartir sur une saison et se dire, bon, allez, on repart avec son petit sac, le couteau entre les dents. Comment tu fais, tout bonnement? Enfin, clairement, tu vois, le secret de Joris aujourd'hui, à ce niveau-là, moi, de mon propre regard, moi, à 25 ans, j'étais mentalement épuisé. Et attention, hein, j'ai pas fait le 10e de la carrière que tu as pu avoir, aussi bien dans les résultats que dans l'intensité. À l'époque, les saisons étaient peut-être aussi un peu plus courtes. En tout cas, tu vois, tu étais le seul en équipe de France à cette époque-là à avoir envie de partir aux US. C'était parti très rapidement derrière pour faire une saison là-bas. Donc nous, on va dire Européens qui restions, tu vois, sur le territoire national. La saison, c'était, on va dire, mois de mars.
Octobre. Quoi, Ouais, octobre, tu vois, peut-être avec la dernière Coupe du Monde. Pas plus, tu vois, donc ça, c'est complètement stratosphérique. Ouais, après, ouais, c'est sûr que j'ai eu beaucoup depuis que je suis parti, enfin, quand je suis parti aux États-Unis en fin 2012, depuis 2013, ma saison, c'est janvier, fin novembre, quoi. Donc, tu vois, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu, pendant 10 ans, j'ai pas eu de pause plus de 2 semaines en décembre, et puis je repartais, quoi. Donc, c'est vrai que c'est solide, c'est costaud, c'est des longues saisons, c'est des longues années qui s'enchaînent. Mais je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'oublier les échecs, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. J'avais toujours un autre objectif derrière, j'avais toujours envie de mieux faire et toujours envie de repartir. Donc j'ai jamais eu ce temps où je me posais chez moi et je me disais qu'est-ce que je fais pendant un mois, est-ce que j'ai envie de repartir? En fait, j'avais toujours envie de repartir parce que tu en gagnes un titre. L'année prochaine, il faut que tu le défends. L'année prochaine, il faut que tu défendes. Et puis, tu as envie d'en gagner d'autres. Et puis, tu en gagnes 2, tu en gagnes 3. Tu as toujours envie de marquer l'histoire. Tu vois, de ce mec, il en a eu 3, j'ai envie d'en avoir 4. Et c'est un cercle vicieux qui te pousse et te pousse. T'es jamais rassasié, en fait. T'es jamais rassasié. Et puis quand tu gagner, c'est cool. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est une drogue, quoi. Tu vois, gagner des titres, gagner des championnats, c'est motivant et c'est ce qui me fait lever le matin. Donc, c'est sûr que ma carrière a été longue. J'ai su bien la gérer aussi. J'ai eu très peu de blessures, ce qui m'a permis de toujours continuer, toujours avancer. J'ai eu des systèmes d'entraînement, peut-être quand j'étais un peu plus jeune, adéquats. J'ai commencé la musculation tard. Je continue toujours à progresser, donc tu vois, c'est des petites choses qui me permettent vraiment de continuer à bosser. La motivation est là parce que tous les ans je progresse à la musculation. J'ai des choses qui me permettent vraiment de continuer à travailler et qui me donnent envie et des objectifs, quoi, derrière. Donc longue saison, longue carrière, mais on est encore là. Et Thomas le disait dans l'épisode 2, il disait que ce qui le choquait lui positivement, c'était de te voir à 33-34 ans progresser encore sur tes stats. Que ce soit aussi bien en vitesse, que ce soit aussi bien, tu vois, en puissance, en force, à la muscu, tu en as parlé. Et au final, ça, c'est clairement contre nature. Ouais. Parce que tout bonnement, passé 27, 28, 29 ans, t'es en déclin. On va pas se mentir. Ouais. Ça, c'est super fort. On reviendra tout à l'heure. Tu parlais durant ta jeunesse et justement des techniques d'entraînement que tu as pu avoir. Ça, c'est un point, tu vois, qui m'intéresse vraiment. Tu parlais de tes blessures. Est-ce que tu penses que c'est simplement de la chance / de la réussite ou c'est réellement lié à ton style de pilotage, à la manière dont tu t'entraînes, également, tu sais, à ton quotidien, du coup, ton rythme de vie, etc. Je pense que c'est un tout déjà, la façon de rouler. J'ai jamais été un mec très agressif. J'ai toujours roulé, je vais dire propre, sans prendre beaucoup de risques. Si j'étais deuxième, je prends une deuxième place au lieu d'essayer d'aller chercher une victoire. C'est comme ça que j'ai gagné beaucoup de championnats au final. Championnat américain, si j'étais deuxième, je restais deuxième au lieu d'aller chercher la victoire et pourquoi tomber. Donc, je pense que mon style de pilotage m'a permis aussi de minimiser les chutes et les blessures. Et puis un peu de tout. Mon hygiène de vie, mon encadrement, ma famille. Voilà, j'ai réussi à trouver cette bonne, on va dire ces bonnes balance, comme on dit en anglais, tu vois, de trouver vraiment ce qui me va bien, l'entraînement, la vie personnelle, familiale, mon juste milieu, ouais. Et je pense que c'est ça qui me permet vraiment de continuer à être au niveau où j'en suis et de gagner des compétitions encore à mon âge, parce que je rentre à la maison, j'ai ma vie, j'ai ma famille, j'ai mes enfants et ma stabilité qui me permettent d'oublier que j'ai été mauvais à l'entraînement et tu vois, les enfants ils s'en foutent. Tu arrives à la maison, c'est papa, viens jouer avec moi, et puis c'est ce qui me permet vraiment de continuer, d'être motivé et puis de continuer à progresser, parce qu'au final c'est ce qui est important, tant qu'on arrive toujours à progresser un petit peu chaque année, devenir meilleur. Tes gamins, c'est une source de motivation pour toi? Ouais, grosse source de motivation. C'est
c'est ma vie, hein, depuis le grand, il a 6 ans, donc ça fait déjà 6 ans qu'il me voit rouler, faire des sprints dans la rue tous les jours, tu vois, il a vraiment vécu ça, donc quand tu gagnes une compétition, c'est quand même un peu pour lui et pour la famille, donc ouais, il me motive vachement et c'est ce qui me permet de me lever le matin et de retourner à l'entraînement un petit peu pour eux aussi quand même. Ouais. Est-ce qu'il a envie de faire du BMX du coup? Tu l'encourages là-dedans ou pas forcément? Je l'encourage pas forcément plus que ça. Il aime bien quand il va à la piste de temps en temps rouler, mais s'il a envie, why not, hein, mais je vais pas le pousser à forcément aller faire du vélo. Comme je dis, il est avec moi tous les jours. J'ai quand même la chance d'avoir une vie sportive où au final je passe beaucoup de temps avec ma famille, mes enfants. Et ça, c'est vraiment cool. Donc du coup, ouais, il me voit 24 heures sur 24 et il me voit à la salle de musculation, il me voit au sprint et du coup, tu vois, et je pense qu'il comprend un petit peu les choses et c'est vrai que est-ce qu'il a envie de faire tous ces sacrifices-là et tout ça, je suis pas sûr, mais ouais, s'il a envie, pourquoi pas, c'est cool, ouais. Il y a une petite motocross qui traîne ouais, dans le garage. Moto, golf, tout ce qui est un peu plus rémunéré, on va dire, ça serait pas plus mal, hein. Mais bon, après, on choisit pas. C'est peut-être comme ça que tu vas finir comme le père Lorenz. Exactement. Suivre ses kids sur les compètes, faire un petit terrain chez moi et prendre le gros terrain chez toi, gros terrain de SX dans le jardin. Prendre des petits billets dans les poches des gamins. Là, ouais, c'est cool, hein. C'est cool. Après, c'est pas évident à mon avis aussi, hein. C'est des mondes un peu différents. Le BMX, on est un petit monde, donc. Ah, mais le monde de la moto, toi, c'est un monde que tu côtoies un petit peu, parce que du coup, t'es très proche, enfin, t'es super pote de Marvin Muscat. Ouais. Est-ce qu'il y a des passerelles avec ce qu'on vit nous dans le BMX, ou c'est vraiment deux univers diamétralement? Non, il y a des passerelles quand même, parce que c'est quand même la même chose. Au final, on roule sur de roues, on roule sur des terrains en terre, des sauts, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est quand même vachement proche. Après, c'est sûr que c'est un autre monde. Enfin voilà, les budgets, les choses comme ça. La moto, ça coûte bien plus cher que le vélo, forcément aussi. Donc c'est un autre monde. Mais ouais, il y a quand même des choses qui se rapprochent et c'est un sport qui est cool quand même, la moto. Donc pourquoi pas si jamais il est intéressé. Yes, on lui souhaite. On lui souhaite, exactement. On va balancer des bons gros triples en whip. Des whips, des trucs comme ça. Je sais pas si nerveusement j'arriverai à regarder tout ça parce que c'est vrai que tes enfants, ça fait peur, hein. Quand ils sont sur des terrains, là, le BMX, dès qu'ils décollent les roues et tout, ça fait déjà, tu vois, parce que tu as conscience un peu de ce danger-là. Carrément. Donc, quand il arrive en bas de but et qu'il freine pas, tu dis, oh là, ça va. J'ai pas d'enfant encore, mais c'est vrai que ne serait-ce que de voir, tu sais, des vidéos où tu vois des kids se fracasser, que ce soit en BMX, en skateboard ou peu importe, ça fait mal au cœur. Ça va vite, hein. Ou même sur les pistes de BMX, tu vois, enfin, lorsque je roulais encore et que je faisais des stages, moi, ça me brisait le cœur. Je me disais, putain, mais les parents, et je disais, mais chapeau aux parents. Je me rappelle, ma mère, à 6 ans, je me suis fracturé la mâchoire et je m'étais planté le frein dans. J'avais eu 22 points de suture, enfin, je pissais le sang. Ah, c'est ouf, hein. Les parents, ils sont restés vaillants, tu vois, forts, parce que derrière, ils acceptent que t'aies qu'une envie, c'est de remonter sur le vélo, que tu continues de rider, etc. C'est juste abusé. Et puis quand c'est le tien, c'est encore plus... c'est un prend en trip, hein. Peu importe, tu t'égratignes au genou, tu dis, oh là là. Donc des vraies chutes sur des vrais terrains de vélo ou de moto, ça doit être impressionnant et je pense que ça doit être respect aux parents qui les repoussent après parce que tu dois passer des mauvais moments quand même. Ouais, ça doit être chaud. Je me permets, je rembobine un peu. Tu sais, on parlait justement de ta capacité de résilience et malgré, tu vois, cette médaille d'or, cet énième titre que tu as ramené, malgré également le poids de l'âge, donc 33-34 ans, tu arrives toujours à te relancer avec de nouveaux objectifs. Tu disais que tu étais aussi beaucoup drivé par rapport au fait que tu progresses encore. Et ça, on en parlera un peu plus en détail après. Si tu avais un conseil, tu sais, pour des riders qui, à un moment ou à un autre, n'arrivent pas à se remettre dedans, se posent beaucoup de questions. Moi, c'est une chose, tu vois, qui m'est arrivée. Tout bonnement, je pense que j'aurais dû arrêter le BMX juste après 2012. Parce que les 2-3 années que j'ai fait derrière, j'étais encore jeune, mais elles étaient vraiment de trop. Étaient pris par les habitudes, étaient pris par ce rythme que tu as. Alors, la solution pour moi, ça a été d'arrêter, mais peut-être que d'autres, tu vois, c'est au contraire persévérer. Tu leur dirais quoi à ces gars-là et qui se posent des questions et qui sont un petit peu perdus sur putain, mais comment je me relance maintenant? Est-ce que j'ai vraiment envie de me relancer ou pas? C'est ça en fait, la question c'est vraiment de trouver ce que tu as vraiment envie de faire parce que il faut pas le faire à contre-cœur. Si tu as envie d'arrêter et que tu sens vraiment que tu as envie d'arrêter, il faut arrêter parce que
Parce que quand tu as quelque chose dans la tête, c'est là et ça s'en ira pas dans tous les cas. Et si tu as envie de continuer, bah continuer. Mais c'est vrai que il faut jamais être, tu vois, le cul entre deux chaises en fait. C'est prends ta décision, mais ne fais pas, attends pas longtemps parce que performer quand dans ta tête tu as envie d'arrêter, c'est pas possible. Enfin, il faut être à 100% dans ce que tu fais et voilà. Après, des fois, un petit temps off, ça fait du bien. Là, on voit Romain qui prend un petit temps off, tu vois. Et on est humain, on a le droit. Enfin, tu vois, on a le droit de faire ça et on a le droit d'être un peu en bas de temps en temps pour remonter. Et voilà, on n'est pas des robots, on a des émotions. Et voilà, des fois, une petite période tranquille, ça fait du bien et tu repars et t'es remotivé. Tu recharges les batteries. Et tu recharges les batteries parce que c'est vrai que on n'est pas un sport facile, on est un sport un peu ingrat quand même, tu vois. Tous ces années, ces heures d'entraînement, 30 secondes de compétition, tu peux être le meilleur, t'es pas sûr de gagner. Tu vois, enfin, c'est quand même le BMX, c'est pas un sport évident. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas un 100 mètres où chacun est dans sa ligne et un départ et tu pars et tu fais ton truc. C'est un sport super explosif, mais à la fois il faut que tu sois capable aussi d'enchaîner les tours. Tu parlais tout à l'heure de rémunération, c'est pas forcément le sport le plus confortable. Ouais. Alors on va pas le comparer à du football bien évidemment, mais là aussi en tant que pro rider, alors même si aujourd'hui tu vois ce qui est super intéressant et je suis vraiment très heureux pour vous parce que je vois que déjà il y a une fondation avec notamment les emplois que vous pouvez avoir avec l'armée de terre. Est-ce que Moi je suis pas armée de terre. T'es sous emploi. Tu l'as été un moment, mais moi j'étais police nationale pendant quelques années et puis là moi je suis avec l'Agence nationale du sport, du coup, moi je suis salarié du Stade Bordelais. Ok. Donc voilà, j'ai un salaire CDD, contrat durée déterminée, CDD. Okay. Donc c'est cool, ouais, c'est cool. Il y a une structure. Ouais, il y a des structures qui n'existaient pas à l'époque et qui ont bien fait évoluer et qui nous permettent aussi d'être serein. C'est génial. D'être serein, ouais. Tous les mois, t'as ta paye qui arrive et tu peux te concentrer. Bon, même si c'est une question que je ne me serais pas posée, tu sais, à 20 ans, mais le fait de commencer à cotiser pour la retraite. C'est clair. Non, mais il y a plein de choses qui évoluent dans le bon sens au final. Et c'est vrai que les pays, avec les Jeux Olympiques et tout ça, les pays se développent et les structures se développent. Et ouais, ça permet d'avoir des petits contrats comme ça qui sont quand même intéressants pour notre petit sport, quoi. Ouais. Joris, on a une petite surprise du coup pour les personnes qui vont nous regarder, les personnes qui vont adorer ce podcast avec toi. Tout simple, jeu concours, tu vas pouvoir faire gagner ton maillot dédicacé. Les gars, c'est incroyable. Pour cela, vous avez juste 2 choses simples à faire. La première, venir sur notre chaîne YouTube Background, vous abonner, bien évidemment, on a besoin de ça. Mais également laisser en commentaire tout simplement le moment le plus marquant, selon vous, votre moment le plus marquant de Joris Daudet. Facile, c'est simple, efficace. On s'abonne et on commente le moment le plus marquant de ma saison, de ma carrière. Que ça soit les années 2010, 2011 ou les années qui viennent juste de se passer. Donc voilà. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc voilà. Commentez, partagez un petit peu ce que vous pensez et puis on choisira un gagnant à une date précise que tu viens d'annoncer. Exactement. Donc vous avez jusqu'au dimanche 21 septembre. J'espère que je ne me suis pas gouré sur la date. C'est ça, 21 septembre, minuit. Du coup, Joris prendra le temps. Je t'enverrai tous les messages. Je te ferai un petit récap et tu choisiras vraiment du coup le message qui t'aura le plus touché, qui t'aura le plus fait plaisir. Donc voilà, le regagnant, je me mettrai en lien avec lui. Avec plaisir, petit maillot. Oh my gosh, dédicacé, c'est pas beau ça ? Dédicacé, bien sûr. Donc voilà. À vos écrans, à vos claviers, et puis que le meilleur gagne. Merci, boss. Est-ce qu'aujourd'hui, de par ton statut, on le répète, The GOAT, il est là, c'est lui, de par, tu sais, ta relation, parce qu'aujourd'hui, on va dire qu'en équipe de France, t'es plus qu'un pilier, t'es un peu le doyen. Je suis un vieux, ouais. T'es le doyen. Est-ce que accompagner, tu vois, les plus jeunes, c'est un truc qui te branche? Est-ce que tu prends plaisir à ça? Tu vois, je pense notamment à des petits jeunes. J'ai vu rouler à Sarian des petits gars de ton club, du coin de Bordeaux, les petits forts, qui sont en junior, c'est ça, ou en U23? En junior, en U23, ouais. Accompagner, tu sais, ce genre de gars, ne serait-ce qu'en tant que grand frère au sein de l'équipe de France, est-ce que c'est un truc, tu vois, auquel tu prends plaisir? Est-ce que c'est un rôle qui te porte à cœur? Ouais, ça me dérange pas, on va dire. Après,
Après, ce qui est compliqué, c'est qu'on est un sport où on se voit très rarement en finale en équipe de France. Donc, c'est compliqué d'aider des gens quand toi, tu as ta compétition à faire. C'est un lien. Donc, tu vois, là, par exemple, cette année, on arrive à Sarrian on s'est regroupé le jeudi, vendredi les essais, samedi, dimanche la course. C'est compliqué d'avoir on a des discussions forcément, mais c'est compliqué d'aider des gens quand toi, tu es concentré sur ta course aussi. Forcément, s'il y a des conseils, des choses comme ça qui peuvent être donnés avec grand plaisir. Parce que moi, je le vois que quand mes premières années en équipe de France, il y avait Thomas Allier, Florent Bout, toi, tu vois, toutes ces légendes-là et tu vois le peu de petites choses que tu peux entendre et tu écoutes et tu prends, quoi, tu vois. Donc, c'est sûr que si j'arrive à donner quelques conseils et à faire évoluer la personne et des choses comme ça, c'est cool. C'est des bons exemples, quoi. Donc ouais, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est compliqué. En roulant personnellement aussi, c'est compliqué d'entraîner, de donner des conseils forcément un peu plus, des bons conseils, des choses qui servent, quoi, on va dire. Je sais qu'à l'époque, on avait vraiment cette possibilité de créer une vraie proximité. Tu me diras si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais tu vois, notamment à l'époque, on faisait quand même pas mal de stages en équipe de France. Tu vois, on se réunissait des semaines entières, on ridait, on en faisait peut-être 3-4 par an, voire peut-être un peu plus. Et là, tu vois, c'est fou, je suis allé faire une compète de VTT, Mountain of Hell. Et moi, mon premier stage équipe de France, j'étais avec Clément Dauby dans la chambre. Alors déjà, j'avais halluciné parce que j'étais avec Clem Dauby. Mais en plus de ça, j'avais encore plus halluciné parce que le mec, il avait un six-pack. Je me suis dit, si à 25 ans, j'ai les mêmes six-packs, je suis le roi du monde. Ça n'est jamais arrivé. Mais tu vois, on avait vraiment ce lien. Est-ce qu'aujourd'hui, en équipe de France, si tu me disais que là, pour Sériance, vous êtes retrouvés le jeudi, c'est assez court. Mais est-ce que vous avez des temps à partie où vous vous retrouvez à droite, à gauche pour faire des stages tous ensemble? On a eu. Après, là, on a une restructuration un petit peu de la Fédé avec Julien Sass qui est parti après les Jeux. L'arrivée de Florent Bout. Donc, voilà, c'est une restructuration qui prend un peu de temps et qui va se mettre en place. Mais oui, les stages, on en avait. Après, moi, j'étais vachement aux US aussi. Donc, je faisais pas partie un petit peu de ce groupe. J'ai rejoint sur les compétitions. Donc, c'était un petit peu différent. Mais oui, il y a des stages, il y a des moments d'échange, il y a des moments où on se regroupe quelques jours pour rouler. Ça existe toujours. Après, c'est un petit peu différent parce que maintenant, tout le monde habite un peu plus loin, l'étranger, des choses comme ça. Donc, c'est plus forcément ce que c'était où tout le monde était à Aix et tu vois, on se regroupait. C'est un peu différent maintenant, mais ouais, il y a toujours quand même ces regroupements qui nous permettent de passer des temps ensemble et d'apprendre à se connaître et des choses comme ça, quoi. Ça, c'est cool. Jo, maintenant, je veux qu'on fasse un gros flashback, toi et moi. Parce qu'on connaît beaucoup le Joris Daudet, le grand champion, plus récemment le champion olympique. On en a beaucoup parlé et je sais que certains seront déçus. Certains diront « Voilà, ça n'a pas duré assez longtemps Paris ». Désolé, mais il y a d'autres sujets, vous allez dire « Ouais, ça c'était vraiment très cool, merci de l'avoir mis ». Je fais référence notamment, tu sais, à l'épisode avec Thomas Allier. Ouais. Si je m'étais écouté moi-même, j'aurais fait que le Thomas Allier des US les années GT, Giant, on aurait pu en parler pendant 5 ans. Il y a des choses Forcément, à dire. tu peux pas, il y a tellement de choses à discuter. Certains vont dire « Ah, j'aurais adoré que ce soit plus long ». Mais ont également apprécié le fait, tu vois, l'aspect très coaching, un peu plus poussé à ce niveau-là. Donc les gars, désolé, on va se contenter de ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, là, on va reparler, tu sais, justement de ta jeunesse. Parce que Joris Daudet, moi, c'est un prénom, tu vois, que j'entends depuis, même moi, lorsque j'étais minot, tu vois, lorsque j'étais minime cadet, c'était un nom, tu vois, qui revenait. On n'a jamais... Non, toi, t'as 3 ans de plus que moi, du coup. Ouais, 3 ans de plus que toi. Donc moi, lorsque j'étais minime deuxième année, toi, t'étais Benjamin deuxième année. Non, Benjamin 1. Ouais. Donc non, jamais. Bon, ça t'a pas empêché dès que t'es passé junior, du coup, peut-être ta deuxième année junior, tu étais surclassé élite. Et en Coupe de France, tu nous mettais une rouste une fois sur deux quand même. Mais je me rappelle de discussions avec Thomas, on se disait, ah putain, il est chiant lui quand même. Qu'est-ce qu'il fout là? Qui reste en junior? Bref, on y viendra, on en parlera aussi. À partir de quel moment, toi vraiment, parce que à partir de quand tu t'es dit, vraiment là, j'ai vraiment quelque chose de particulier, je peux prétendre à devenir élite à un moment, voire peut-être même à faire carrière dans ce sport? Tard, c'est bizarre, mais c'est super tard. Jusqu'à ma première année élite, j'ai jamais vraiment pensé à faire une carrière comme comme je suis. Comme j'ai fait, comme je suis en train de faire, quoi. Donc, super tard. Mes années... C'est énorme, ça. Ouais.
Mes années juniors, les années d'avant, j'adorais faire du vélo et tout. J'étais compète et tout, j'étais à fond, mais pas plus que me dire je vais devenir élite, je vais être champion du monde et tout ça. Ok. Ouais, super tard. Les années juniors se sont plutôt bien passées. J'évoluais toujours un petit peu. Et puis quand je suis arrivé en élite, première année 2010, j'ai fait 3e au championnat du monde. Et c'est là vraiment où je me suis dit ah ouais, c'est cool et j'ai le niveau et j'évolue et je peux faire quelque chose en élite. Et Ok. j'ai regardé les jeux. Enfin, tu vois, je me projetais vers les jeux déjà 2010-2011. Tu crois que ça t'a préservé, justement? Bah, je pense que c'est ce qui me fait aussi un petit peu préserver, ouais, ce qui m'a préservé, je m'entraînais, mais la musculation, j'ai commencé super tard. J'ai toujours été un peu plus dans l'idée, fais du vélo parce que c'est ce qu'on fait au final. Dans les jeunes catégories, roule Ouais. autant que tu peux, fais du vélo, sois à l'aise sur ton vélo. Et c'était un peu ma caractéristique aussi quand j'étais jeune. J'étais Parce que Benjamin, minime cadet, tu Ouais. raidais avec qui? Tu raidais avec Yael Van Gorcom Ouais, en Van Europe. Gorcom, ouais. Van Gorcom en Europe. Une année sur 2 avec Sylvain, du coup. Ouais. Vincent Pelluard. Ouais. Il n'y avait pas Jordan Lajmi? Jordan Najmi qui avait mon âge, ouais. Il Qui avait... était super fort, lui. Hein. Putain, Ouais, il était ouais, doué, ouais. ce minot. Jusqu'à minime cadet. Ouais. Ouais. Jordan, moi, j'étais fan. Ouais. Valette 2003, je crois qu'il gagne. Valette. Et il met peut-être une rousse à tout le monde. Super stylé. Ouais, non, il était super fort. Bercy, je crois qu'il fait 2 derrière Van Gorcom. Il était stylé et tout. Bercy, tu fais quoi, toi, en 2005? Je fais Donc, demi-finale. Pour rappel, Bercy, championnat du monde Championnat du 2005. monde 2005. Salle comble, championnat du monde hors norme. Ouais. Boubaris qui gagne en élite. Ouais. On le remet sur le tapis. Le dernier virage de Jérémy Chaffot. Jérémy, on t'embrasse. Ça fait peine, mais historiquement, c'est ancré. Il est là. Ouais, Demi-finale. Demi-finale, Ok. ouais. Là, t'étais 2005, j'étais quoi Je suis passé en 2005, j'étais minime 2 peut-être. Ok. Ouais. Ok. Donc j'ai commencé à gagner des courses un peu championnat de France et tout ça 2005. D'accord. 2005, championnat de France Montélimar. Première année cadet, c'était mon premier titre. Donc tu vois, j'ai pas gagné dans les catégories minimes, Benjamin et tout ça, j'ai pas gagné. J'étais toujours bien placé, mais jamais Ouais. gagné de courses importantes, championnat du monde et tout ça. Et ton premier titre, du coup, de champion d'Europe, enfin, vainqueur du challenge européen, Premier tour du vainqueur européen. c'était... J'ai fait une égalité avec Van Gorcom à Romans en cruiser. Énorme. Ouais, on avait En fait. cruiser, Ouais, en cruiser. c'était Et genre égalité? Égalité Vous avez parfaite. eu Donc tous les deux le titre. non, il a eu le titre parce qu'il m'avait battu en demi-finale. Salaud. Donc ouais, égalité parfaite. À la photo finish, ils n'ont pas réussi à voir qui c'est qui gagnait, donc ils sont revenus Ok. la course, Sur les résultats de la course d'avant. de la Donc nuit, j'avais fait 2e. Et mon premier titre de champion d'Europe, ça doit être en cruiser. C'était quoi, Allemagne? Winterstadt, c'était ça? Cruiser, Winterstadt 2008. 2008, exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Cruiser, ouais. C'est ça. Et après, ouais. Putain, moi, j'avais été vice-champion d'Europe cruiser. Ouais, tu vois, Cruiser, Derrière c'était Thomas moi. Hamon. Et puis après 2011, premier titre champion du monde, champion d'Europe élite quoi. Sinon j'avais jamais gagné avant. Ouais. Waouh. Ouais. En 20 pouces, du coup, ton Ouais. premier titre, c'était 2011. En Europe, ouais. Incroyable. Dans ces petites KT, quelle était vraiment, tu sais, ta particularité, aussi bien physique, technique, enfin, un truc, la lecture de course, et qu'est-ce qui vraiment, tu vois, te permettait, toi, de tirer ton épingle du jeu? Moi j'étais très technique et très bonne lecture de la course. Physiquement j'étais pas top. J'étais pas aussi puissant que les mecs qui étaient devant. Donc je me battais sur la piste et lecture de course, les virages, les choses comme ça. Et ouais, c'est ce qui a caractérisé un petit peu ma carrière au début quoi. Pas forcément le meilleur en première ligne droite, mais j'ai toujours trouvé les petits trous, les virages et la technique sur la piste pour me débrouiller et être là les premières années junior élite. Et puis après j'ai un peu progressé là-dessus, mais c'est vrai qu'au début j'étais pas forcément le plus rapide en première ligne. Tu nous as toujours fait chier quoi. Toujours fait chier sur la non piste. Seulement tu vois sur la piste, on pouvait pas te doubler. Ouais. Mais quand tu étais derrière, on savait que tu pouvais tout bonnement à tout moment mettre le clignot et nous déboîter. On savait que même en étant deux vélos devant dans le premier virage,
potentiellement, tu pouvais nous faire une trage. Ça, on reviendra, tu vois, sur ces trucs-là. Mais en plus de ça, très rapidement en élite, en tout cas, moi, personnellement, si je pouvais pas te mettre un coude entre le premier et le troisième coup de pédale, c'était fini. Les premières années élites? Ouais. Ouais. Enfin, c'était impossible de te remonter. J'avais les premières années, j'avais une bonne accélération bas de but, on va dire. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est un truc, parce que moi, j'étais convaincu, parce que j'ai pas retrouvé beaucoup de matière. J'ai passé beaucoup de temps, tu sais, sur tes années élites, beaucoup de temps, parce que ça fait longtemps, et maintenant, il y a une discographie de compètes de ouf, mais j'ai pas retrouvé beaucoup de résultats, tu vois, dans tes petites catégories, et j'étais convaincu que tu étais malgré tout, quand même, tu sais, dans le trio de tête, en fait. Mais c'est arrivé assez tard. Ouais, c'est arrivé tard. Le trio de tête, vraiment, je dirais les dernières années cadets, les juniors, quoi. Quand je suis passé junior, c'est là que vraiment j'ai commencé à être dans les top 3, quoi. Donc, ta qualité vraiment pour toi de lecture de course, et c'est vraiment en fait tes années où tu étais plutôt dans le pack. Ouais. Donc, Benjamin, minime, même. Début cadet, ouais. Et puis, toi, tout à l'heure, j'ai parlé un peu de système d'entraînement et tout ça. Et en fait, c'est ce que j'ai développé vachement jeune, cette qualité technique et cette fluidité sur la piste et de voir ce qui se passe devant, tu vois, les virages, les choses comme ça. C'est ce que j'ai développé vachement tôt et j'ai réussi à le garder et continuer à le travailler. Mais l'aspect physique en lui-même, je l'ai bossé super tard. Ouais. Donc, parce qu'à l'époque, en cadet, il y en a qui étaient déjà à la salle et qui poussaient, quoi. Ouais, tu vois. Tout à fait. Mais même maintenant, en cadet, ils poussent peut-être plus que moi, donc c'est assez... Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, mais pour la longévité de ta carrière, c'est pas forcément... Chacun est libre, tu vois, de faire ce qu'il veut, mais tout bonnement, t'as pas eu besoin de ça, tu vois, pour pouvoir y arriver. Ok, bah écoute, ça, tu vois, c'est un bel insight parce que, je voulais qu'on puisse approfondir, mais en fait, make sense. Le fait que tu aies roulé un peu derrière, c'est ce qui t'a vraiment permis, tu vois, de développer cette compétence et cette expertise-là. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, et tu vas le voir, on va se replonger dans certaines de tes courses, où moi, en les regardant, tu vois, j'essaye encore de comprendre. Et je me dis, merde, en fait, à l'époque là, je roulais avec lui, mais j'aurais mieux fait de passer plus de temps à analyser les vidéos de Joris plutôt qu'à regarder les vidéos de 2003 de Kyle Bennett. Ouais. Tu vois, il fait qu'à bras rouler pédaler. Il y a quelque chose aussi qui, avec toi, moi, m'a toujours plu, mais également déplu, parce que c'est ce qui te permettait de nous punir très tôt, et qu'on a pu aussi dégrossir et mieux comprendre en 2012, lorsqu'on avait fait des tests. C'est ta qualité de pédalage. Alors ça, moi, à l'époque, on en parlait avant le podcast, tu vois, je me posais pas trop de questions, moi, on me donnait un plan d'entraînement, je le faisais. Aujourd'hui, dans ma vie, j'essaye d'être beaucoup plus structuré, beaucoup plus minutieux, de mettre de la conscience là-dedans. Mais là, pareil, tu vois, si j'avais su que de par ta technique pure de pédalage que tu as développé au fil du temps, etc., et je pense qu'il y a également, tu vois, une forme de don et de talent là-dedans, c'est sûr. Je me dis, ça, c'est quelque chose, tu vois, qui aurait été important peut-être de déceler pour nous-mêmes progresser là-dedans. Mais l'année olympique, tu te souviens, en 2012, on est allé faire un stage équipe de France, même plusieurs, je crois, aussi bien à Aix, mais à Aigle. Ouais. Et on nous avait mis des capteurs de puissance à l'époque. Et ce qui était flagrant, c'est que par exemple, moi mais comme d'autres, Quentin Caléron, qui poussait 200 kg à la salle. Ouais, tu vois, on avait des gros max en squat. C'était sympa, mais au final, bon, si tu n'arrives pas à le retranscrire sur le vélo, c'est pas top. Donc on avait tout bonnement le BMX, départ, premier coup de pédale, transmission de force, deuxième coup de pédale, troisième, etc. Enfin, après on monte en puissance, en vitesse très rapidement. Là où quelqu'un comme moi, j'étais capable, tu vois, de mettre peut-être, je vais te dire un chiffre, je me rappelle plus des stats, mais 80% de ma force au premier coup de pédale. Dès que je commençais à arriver en vitesse, troisième, quatrième, cinquième coup, je mettais quasiment plus rien en force. Donc là, tu rentres en vitesse. Ou là, toi, ta particularité, c'était ton max en squat à l'époque, c'était peut-être 110, 120 kilos. Ouais, possible, ouais. Physiquement, t'es quelqu'un quand même de très longiligne et tu t'es bâti au fil des années, mais on est bien loin des profils comme Marie Stromberg ou les profils bodybuildés des années 90. Toi, tu conservais
à chaque coup de pédale plus ou moins le même niveau de force. Mm. Là, pareil, tu vois, tout à l'heure, et je te demandais, pour rester motivé, c'est quoi ton secret? Mais cette qualité de pédalage, comment tu as réussi à la développer? Je sais pas. Ouais, bah après, comme tu as dit, à mon avis, c'est un don aussi. Est-ce que je l'ai bossé quand j'étais vraiment jeune? Possible, et à mon avis, oui. J'ai pas forcément le souvenir. Mais j'ai dû le bosser parce que pour pédaler comme ça, j'ai dû le bosser. J'ai roulé vachement longtemps en pédale plate. Est-ce que ça m'a aidé, tu vois, à trouver la bonne gestuelle de la cheville, du tirer, du pousser, tu vois. C'est sûr. Après, je l'ai pas travaillé plus que ça dans mes souvenirs, tu vois. Enfin, ouais, j'ai pas. Tu te rappelles plus forcément Non, d'exercices spécifiques? Pas forcément d'exercice spécifique. C'est sûr que. Est-ce que avec mes qualités physiques, du coup, j'avais besoin d'avoir une bonne qualité de pédalage? Est-ce que du coup, ça m'a poussé sans y penser, tu vois, à vraiment bien pédaler pour être encore meilleur avec mes qualités physiques que j'avais, sûrement. Et c'est ce qui m'a permis de développer ça. Mais des exercices spécifiques, j'ai pas le souvenir vraiment d'en avoir fait énormément, quoi. Ok. Super intéressant ce que tu disais par rapport aux plates. Ouais. C'est aussi, je pense que tu vois, ça pourrait être un conseil qu'on pourrait faire, tu vois, aux plus jeunes. À l'époque, moi, il y avait une chose qui m'avait marqué, parce que moi, j'ai roulé en plate très tard, jusqu'en... Toi, tu roulais en plate longtemps, toi? Ouais. J'ai commencé à rouler en click vraiment junior, en fait. Ouais. Mais moi, ce qui me choquait, c'était que, par exemple, un mec comme Martin Scherpen était incapable de faire un bunny-up en plate. Fou, hein. Et les mecs, en fait, avaient commencé le BMX sur les clics. Alors, je pense qu'il y a du bon, mais aussi du mauvais, parce que, tu vois, ton habileté tout simplement de pédalage, apprendre la griffe, ça je pense que c'est quelque chose de super important. Est-ce que tu as l'impression que les jeunes aujourd'hui roulent beaucoup moins en plate, même dans les petites KT? Bah, je sais pas, il y a quand même des règles aussi. Toujours moi, ma règle à mon époque c'était cadet, il me semble. Ouais. Les plates. Je sais pas ce que c'est maintenant. Mais je sais pas du tout. Ouais, je sais pas s'ils ont gardé ça. Aux US, ils en ont rien à foutre. Clic. Aux US, c'est 8 ans, c'est clic. Peu importe, mais en France, il me semble quand même que les jeunes sont en plate. Je sais pas jusqu'à quel âge exactement ou quel KT, mais après les plates, enfin pour moi, c'est la base, quoi. Ouais. Moi, ça m'arrive peut-être plus ces 2 dernières années, mais je faisais toujours mes sprints en plate à l'époque. Cool. Toujours, ouais. Parce que ça change, c'est quelque chose de différent. Tu fais des sprints tu vois la piste avec les clics, tu fais des sprints en plate. T'as l'impression de faire autre chose, quoi. Et puis, ouais, pour vraiment la qualité de pédalage, la griffe et tout ça, je pense que c'est indispensable de savoir pédaler en pédale plate avant de pédaler en pédale auto, quoi. Et tu regardes, je pense que la plupart des bons, tu les mets en plate, ils savent bien pédaler, quoi. Ouais. Sylvain, il sait bien pédaler. Romain, il a un beau pédalage en plate. Moi, tu vois, Mais je pense aussi, tu vois, que ça vient par rapport à ces règles. Oui, c'est sûr. À l'époque. Ou que lorsque tu étais minot, ben voilà, tu l'as très bien dit, on commençait à rider en clic à partir de junior, fin de cadet, quoi. Exactement. Parce que moi, mes années cadet, c'était en plate, ouais. Donc, il me semble même qu'à une époque, parce que moi, lorsque j'ai roulé, tu sais, en 2006 en France, vous avez remis les plates? Je crois qu'on était en plate même junior élite. Ok. Peut-être que je me trompe, mais là, tu vois, il y a une époque où tout le monde était en plate, même les élites. Je me souviens, ouais. Tu te rappelles à l'époque où putain, on faisait une course le samedi et deux courses le dimanche. C'était bien. On était des brutes, mais c'était complètement débile, physiquement en tout cas à la fin de la journée. J'imagine 2 courses dans la journée. C'était amusé. Ah, c'est ouf. C'était amusé. Ok. Du coup, jeunesse, transition, junior, élite. Avant ça, quand t'étais jeune, c'était qui tes idoles? Mes idoles, il y avait Thomas Allier, forcément, qui était l'un des top riders. Christophe Lévesque, un peu moins, parce qu'il est parti aux États-Unis assez jeune et il a dû arrêter dans les années où moi j'ai commencé. Tu vois, donc on n'était pas vraiment en phase, quoi. Donc lui non, mais j'ai jamais eu vraiment plus d'idoles que ça. J'ai jamais vraiment, tu vois, regardé les vidéos ou quoi que ce soit. Ok. Ouais, plus que ça. Après forcément, il y a eu l'époque un peu Maris. Au final, moi, j'étais quand même jeune aussi. On a 2008, les années où il a commencé à gagner. Moi, j'étais junior, donc c'était quand même, lui, il a marqué quand même l'histoire aussi du BMX.
Donc ouais, je dirais ça, quoi. Après, les autres, pas forcément plus que ça, ouais. Parce que moi, une chose, tu sais, que je trouvais importante, enfin intéressante chez toi, c'est qu'effectivement, tu es monté élite très... Enfin, en tout cas, tu as commencé à gagner très vite en élite. Première année élite, podium. Deuxième année élite, 2011, champion du monde. 2011, tu as gagné également les 12 manches du championnat d'Europe, ce qui n'a jamais été refait depuis, ce qui très certainement sera, en tout cas on le souhaite à quelqu'un, mais ce sera très difficile, tu vois, de refaire. Ce qui m'intéressait de savoir, et c'était notamment, tu vois, de quelle manière toi, tu avais réussi à stopper ce processus ouais, de surkiff, tu vois, vis-à-vis de légende. Comment tu as un petit peu réussi à te désidolâtrer? Ouais. Parce que moi, personnellement, c'est quelque chose qui a été très compliqué pour moi. Parce que tu vois, moi, je me suis vraiment beaucoup nourri de vidéos. Ouais. Ce qui m'a beaucoup drivé lorsque j'étais minime cadet, je voulais ressembler à Kyle Bennett. Je voulais être comme lui. Je voulais rouler comme lui. Je voulais gagner comme lui. Et quand je suis passé élite, quand j'ai commencé à rouler avec ces mecs-là, blocage, quoi. Je pouvais pas les battre. Tu vois, il y avait une espèce d'aura, une espèce de respect. Et c'est quelque chose, tu vois, qui m'a tenu et qui m'a duré un bon moment. Parce que j'ai réellement pris confiance, on va dire, ou en tout cas cessé un petit peu cette espèce de processus mental que j'avais en 2011 en faisant ma première finale au championnat du monde. Et ça, c'était un point chez toi, tu vois, d'intéressant que, en définitive, alors, tu as eu un Thomas Allier qui t'inspirait, mais que tu n'étais pas réellement, tu vois, super fan, ou en tout cas, tu sais, ce côté étant minot à suivre absolument les pros du truc. Tu étais assez détaché de ça, en fait. J'étais détaché, j'ai jamais vraiment regardé les vidéos, tu vois, les transits ou les trucs comme ça. J'ai entendu Sylvain qui en parle beaucoup, il regardait beaucoup ça. J'ai jamais regardé tout ça, j'ai jamais suivi vraiment les US non plus. Donc en fait, ouais, je sais pas, alors je vais pas dire que j'étais pas fan du BMX, mais j'étais dans mon truc et je faisais ma petite vie, tu vois, sans forcément avoir besoin d'avoir quelqu'un to look up to, tu vois, de me motiver ou une légende. J'étais dans mon petit truc et puis ouais, quand j'ai fait la transition élite, j'ai pas forcément eu ce blocage cette fascination, ouais, voilà, en me disant putain, il y a Maris à côté, qu'est-ce que je fais? Forcément, j'ai dû l'avoir à un moment donné où la première course à côté de lui, oui, j'ai dû dire putain, ouais, quand même, c'est chaud, quoi, il est costaud, il est grand, tu vois, il est costaud, ouais. Mais j'ai pas cette admiration vraiment, j'ai jamais ressenti en tout cas ce truc, quoi. T'as commencé à rider avec eux, c'était tout de suite des rivaux. Ouais, voilà, exactement. Ouais, je suis arrivé 2010. Voilà, j'ai pas forcément fait des finales en Coupe du Monde, mais championnat du monde, je fais 3e. Et puis après 2011, j'ai commencé à gagner, donc on était vite rivaux au final. C'est vrai que il y a pas eu cette admiration en disant tiens, il est trop fort. Forcément, c'était une légende, mais pas cette admiration sur la grille avec ce côté psychologique en me disant il est trop fort, je vais le laisser passer ou toi. 2010, première année élite. Tu as bien roulé en Coupe de France. Tu as bien roulé également en Coupe du Monde. Il me semble que tu avais fait quelques finales. J'ai pas fait de finale en 2010. Tu n'avais pas fait de finale en 2010? Ma première finale, c'était au championnat du monde. 2000... Ok. Ouais. J'ai fait 50 demi un paquet de fois en 2010. Sur les Coupes du Monde, mais pas de finale, ouais. Championnat du monde, Afrique du Sud, Peter Marisburg, piste magnifique. Tu fais 3 derrière Maris et derrière Sifiso Nashlapo, le Sud-Africain. Quel a été entre ta transition, tu sais, junior élite et cette première finale, tu sais, le plus gros écart, le plus gros gap en fait entre l'année précédente, le Joris, tu vois, de l'année précédente et le Joris de 2010 après cette finale-là. Qu'est-ce qui a changé chez toi? Qu'est-ce qui a changé chez moi? Bah déjà le fait de savoir que je pouvais le faire parce que j'ai échoué pas mal de fois en demi-finale en Coupe du Monde, 5e, je crois que je me fais doubler par Thomas Hamon plusieurs fois, tu vois, toujours en position, ouais putain, vraiment en 2010 là, et toujours, tu vois, toujours dans le coup mais jamais réussi à finir en fait, et 2010, enfin le championnat du monde, de pouvoir déjà être en finale, pour moi c'était une victoire, on va dire. C'était mon objectif, de rentrer en moins de finale. Et puis de faire un podium, c'était ouf. Et c'est vraiment
c'est le lancement un petit peu de ma carrière quoi. Premier podium championnat du monde, première finale dans un événement international comme ça. Et puis ensuite j'ai réussi à bien gérer ça et puis continuer à progresser et rester dans cette lancée. Donc je pense que vraiment le coup marquant c'est le championnat du monde 2010 qui m'a lancé, on va dire. Yes. Je te propose, on va faire un petit exercice. Et c'est la toute première fois qu'on le fait. Qu'on va le faire. Allez. Dans Background. On va regarder des vidéos ensemble. Finale, demi-finale. Des courses qui, pour moi, ont été déterminantes dans ta carrière. Le choix était assez dur parce que, tu vois, j'aurais pu tout simplement me dire, allez, Joris, triple champion du monde, on va se focaliser sur ces 3 finales. Paris, mais en fait, on a tellement vu et revu toutes ces courses-là. Donc, je me suis focalisé sur une année charnière pour toi, l'année où tu as obtenu ton premier titre de champion du monde, donc 2011. Ouais. Sur cette même année-là, on vient de le dire, tu as été champion d'Europe. Donc, à l'époque, le championnat d'Europe se déroulait sur un championnat. 6 week-ends, 12 courses, tu as gagné les 12 finales. On ne peut pas faire mieux. Et cette année-là également, du coup, il y a eu quelques petits couacs, notamment au niveau international, avec des gros riders, tu vois, de beaux égos. Je fais notamment référence à Chula Vista. Donc, je vais te proposer de prendre ton téléphone portable. Je vais en faire de même. On va se regarder ces petites vidéos. Allez. Tu vas voir, c'est assez cool. On peut mettre le son. Je ferai ce qu'il faut derrière. Nous, on met le son ou on met pas le son? Alors, mets le tien. Allez. Je vais te dire, et quand je te dis top à la vachette, tu lances la vidéo et comme ça, on la lance en même temps. On le met que sur le tien. Et ce qu'on va faire, juste après, tu vois, on va les prendre course par course. À la fin de la première course, on met stop, on la commente un peu, et après on y va. Allez, top à la vachette. On lance. T'étais là, Bobo, hein? Ah ouais, mais regarde, j'étais derrière. J'aurais pu mettre la manche du lendemain, parce que du coup, j'étais juste derrière toi. Mais non, c'était quand même celle-ci qu'il fallait montrer. Donc, Marie Strandberg en tête, toi t'es 2. Ouais. Et là-bas, gros port, beau virage. C'était beau, là. Torignac, 3e, qui va doubler Strandberg. Strandberg qui était revenu, du coup, en Europe. Allez, là, on peut stopper. Strandberg qui était revenu, ouais. Pour cette course et pour le championnat du monde qui devait être 2 semaines après ou quelque chose comme ça, ouais. À Copenhague. Ouais. Et du coup, ça, c'était quoi? C'était l'avant-dernière, ça? C'était la 11e manche, ouais. C'était la 11e, ouais. Donc, tu as gagné les 12 manches, mais là, celle-ci, c'était clairement la seule où tu as été en difficulté. Ouais. Strandberg était là, était présent, il avait roulé que le samedi, donc je pense qu'il était dégoûté, tu vois, parce que tu l'avais sacrément bien blasé. 12 coupes d'Europe, quoi. Ouais, c'est dur à expliquer, mais c'est déjà, franchement, je roulais vachement bien, enfin, tu vois, tout allait bien, et des fois, quand tout va bien, enfin, tout va bien, quoi. Je pense que j'ai eu un peu de réussite à quelques fois, parce que, enfin, 12, franchement, c'est très, très compliqué quand même. Abusé. Ouais, c'est pas impossible, mais pas loin d'être impossible. Donc, je pense qu'il y avait tout qui était, cette année-là, il y avait tout qui me souriait, en fait. Tout passait, je faisais un peu tout, là, dans le virage. Combien de fois ça aurait pu ne pas passer, et là, ça passe, tu vois. Donc, en fait, j'avais la réussite de mon côté, et j'avais la confiance qui allait avec, et qui m'a permis de gagner les 12, le championnat du monde et tout le reste. Mais ça, c'était la première course où vraiment j'avais la pression parce que tout le monde en parlait. Il était revenu forcément pour me battre. Et puis la pression, moi la pression au final aussi parce que je voulais gagner les 12 à la fin. T'arrives le dernier week-end, tu te dis ça ferait chier d'en perdre une. Et... Justement, à partir de quand tu t'es dit bon là en fait je pars pour les 12? Je pense que ce week-end-là, c'était vraiment le week-end d'avant. Ça devait être quoi? C'était quoi? Birmingham qu'on avait fait? Birmingham, ouais. J'avais gagné les 2 et là je me suis dit 10. Le reste 2, ça ferait chier quand même de pas, tu vois, passer à côté. Et puis j'avais entendu qu'il venait, donc ça avait fait encore un peu plus le buzz. Mais ça avait fait monter la sauce. Ouais, c'était vraiment l'une des premières, on va dire, compétitions avec la grosse pression quand même. Ouais. Parce que Maris qui vient en Europe,
Bon, des Maris, en US. plus, exactement, champion du monde en C'est quoi, titre. 2011 2011, je pense qu'il était en tête du championnat US. Enfin, Il devait avoir, ouais, et puis il devait avoir gagné des coupes du monde. Champion, il a quoi, champion du monde en titre? ouais, 2010. champion du monde en Ouais, titre, ouais. Donc, ouais. Tu sais que, donc ça, c'était la course du samedi, la 11e Ouais. manche que tu gagnes haut la main. Le lendemain, donc dernière épreuve, Je me rappelle, je vais te dire un truc sur le lendemain. bah, moi, je vais te dire un truc. Je gagne la première demi. Ouais. J'ai accéléré un peu fort, tu vois, sur les derniers week-ends, là, tu vois, je m'étais un peu chauffé. Bon, je t'avais jamais battu, mais j'avais fait 3 ou 4 podiums d'affilée. Tu peux pas savoir avant la finale du dimanche le nombre de mecs qui sont venus me voir. Mais pas des Français, hein. Ouais. Des Pour te dire qu'il fallait que tu me... complets. Les mecs, Ouais. ah man, you have to pull him, blablabla. T'es à la 1, il est à la 2, tu sors, tu mets le coude. Mais il y a eu toutes les nations. J'imagine, ouais. C'était juste ouf. Et je me souviens, après cette course, tu m'avais dit, putain mec, j'ai fait un départ de ouf, mais d'un coup t'es parti et... Je te dit bad but, putain, je comprends pas et tout, je suis bien parti, bad but, tu m'as déposé. Et toute la course, j'ai essayé de te remonter. Bon, à cette époque-là, moi, tu vois, j'étais plus axé muscu. Donc, Ouais. tu vois, là où j'étais plus jeune, j'étais vraiment plus connu pour ma fluidité, ma technique. Bon, là, te remonter, c'était impossible. Mais on avait bien célébré ça, en tout cas. On tu avait vois, bien parce que célébré ça, la fin et deux. Putain, je me rappelle, tu sais, on était allé dans le carré VIP de la course. Ouais, Il y avait les les bouteilles de contrôles de champagne dopage. et tout, là, ouais. Bouteille de champagne. Je crois que j'ai vomi tout le lendemain quand on était allé à l'aéroport, etc. J'étais en... On avait fait des tours de voiture dans le champ et tout, là. Je sais pas si t'en souviens. Oh. Ouais, il y a des bons moments, hein. Ouais. Mais tu vois, ce qui me fait... Ouais, en plus, on avait prévu de faire une bonne soirée, mais moi, dès qu'on est arrivé à l'hôtel, j'ai commencé à vomir partout. C'est vrai, putain, je m'en Je suis souviens. allé me coucher. Et J'étais ouais, c'est mais pas en évident. PLS. Ouais. Mais en tout cas, putain, Joe, chapeau, bon parce que moment. 12 courses, Ouais. ça n'a pas été refait. Je souhaite à un rider un jour, en Ouais, tout cas, ouais, tu vois, ouais. de C'est légaliser, possible, mais... c'est possible, je l'ai fait, Ça mais sera- c'est vrai que... Enfin, Il- ça sera quoi qu'il en soit différent, parce que le championnat d'Europe Oui. aujourd'hui se fait sur une course, Ouais. donc ça sera une Coupe d'Europe. Mais en tout cas, Il faut beaucoup d'aspects avec toi, en fait, parce que, ouais, il faut la réussite, il faut quand même pas mal de trucs qui rentrent en compte, parce que c'est vrai que Clairement. putain, enfin, il y a vite une erreur, taper un peu dans la grille, et le mec qui te met le coude, comme tu dis, en 2 secondes, c'est fait, quoi. c'est ça. Et d'avoir les 12, du coup, j'ai dû faire 11 all shots, parce que Marie s'est Ouais. fait le all shot sur celle-ci, mais Ouais. les autres, j'ai dû all shotter. Il me semble que le dimanche du premier week-end, c'était à Besançon. Je sais qu'on a Il y a fait... une course où tu as fait un premier virage de port aussi, où Ouais, tu non, étais c'est bien une autre année, dernier. ça. C'était une autre année, ouais, ça Ouais, 2011, Ok. c'était Zolder. Ouais. On avait dû faire Zolder, Compiègne, après je me souviens plus, mais... Ouais, Ouais. t'as raison. Ok. Ouais. Bon, Bref. écoute, on enchaîne. Je te Allez. laisse lancer. On va regarder la deuxième vidéo maintenant. Allez. T'es toujours là, hein, Momo? Ah ouais. Boum, premier virage. Donc là, t'es deux. Ouais. Premier Wheelers. Premier Solide cette année-là. Wheeler, 2011. ouais, il roulait fort. Et puis là, je pense qu'il fait une petite erreur et ouais, il y avait un beau petit trou dans le virage et puis ouais, Tu plonges à la l'intérieur. fougue, hein, je l'ai pris. Et puis comme je dis, cette année-là, tout passé, donc Regarde le mec qui est 7ème. c'est toi. Il Boum. tombe tout seul. Oh putain. Bon là du coup, c'est simple. Premier titre de Premier champion titre du monde. ouais. Deuxième année élite. Ouais. Pas T'as mal. doublé Wheelers. Bon, il a peut-être fait une petite Ouais, erreur. mais, bon après Wheeler, c'était il- pas forcément le plus rapide sur la piste, on va dire. Ouais, mais tu l'as Mais- quand même doublé. Enfin, on aurait dit un élite, toi, Ouais, et à ouais, côté un minime, quoi. Ouais, bah après, comme j'ai dit, premier virage, je rentre à l'inter, je relance bien, et puis après, techniquement, j'étais un peu meilleur que lui, quoi. Et un peu meilleur que eux aussi, parce que Maris aussi, j'arrivais à aller plus vite sur la piste, donc ça s'est ouvert, je l'ai pris, et puis après, ouais, c'était la fin, quoi. Et ce magnifique premier virage encore, Ouais. que tu as du coup réalisé Je l'ai encore fait à de réaliser pas mal de nombreuses fois, ouais. reprises. Ouais. Tu sais que en finale, du coup, moi je prenais la 5 ou la 6. Enfin, je sais pas, Je j'étais sais pas combien on était à la quoi, la parce que 5 là? toi, t'étais à la 4, je crois. 4 et 5? Ouais. Et Willoughby était en 6. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, est-ce que je me mets à Est-ce que je lui laisse, l'extérieur, comme ça, tu vois, je les laisse. Je fais non, je me mets en Joris et Willoughby, je vais faire Boum. le départ de ma grave. vie, vieux.
j'ai pris un départ pourri. C'est vrai? J'ai regardé, je t'ai regardé même dans le deuxième virage, tu sais, faire le truc. J'étais tellement derrière que j'ai eu le temps d'apprécier toute la. Et tu t'en es mis quand même dans le dernier virage. Connor Fields, du coup, qui était 8, me double. Putain. Et genre, c'est tellement foutu de ma gueule, vieux, dans le virage. Par contre, tu sais, les noms dans cette finale, Ouf. c'est vraiment une belle finale. Ah bah là, c'est ouf. Hein. Bah ouais. Stromberg, du coup, fait 2, Wheelers 3, Willoughby 4. Willoughby, Fields. Fields qui fait 7, du coup. Il y avait quoi, le Moi, 8, Colombien? il y avait Oquendo. Oquendo, ouais. Oquendo qui fait finale. Et ouais, non, des beaux noms. Ouais. Des bons Écoute. moments. Hein? C'est des bons moments, ça. C'était des bons moments. Là, par contre, tu vois, la BMX After Party, on était allé un peu plus mollo. Bon, on avait là, ouais. Je me souviens même pas qu'on avait. En tout cas, il n'y avait pas eu de champagne, ça c'est Il n'y sûr. avait pas eu de champagne, elle a été. Allez, je te laisse appuyer sur le bouton, on enchaîne sur l'autre course. Putain, t'as choisi les bonnes, hein. Ouais. Donc là, c'est Londres. Londres, test event, ouais. Test Grosse event. piste, là. Grosse piste, ouais. Ouais, grosse piste. C'est que lorsque je vois ça, je me dis la deuxième ligne droite, T'imagines si on la mettait là maintenant, là, il y en aurait la moitié qui. c'est hallucinant. Ouais. Et là, on regarde l'espèce de mano à mano entre toi, Willoughby, Wheelers. Ouais, c'était ouf. Cette course, Il est c'était. juste Franchement, c'est une des incroyable. plus belles. C'est incroyable. Ouais. Bon, la dernière ligne droite, tu vois, ils se lèvent tous, c'est un peu nul. On voit plus rien. plus. Mais Wheelers gagne, tu fais second. Je fais 2, ouais. Là, donc on parlait, tu vois, l'espèce d'enchaînement fin de deuxième ligne où Ouais. Willoughby prend à l'intérieur Wheelers, toi tu prends à Moi, l'intérieur je prends Willoughby. l'intérieur Willoughby Code après. troisième ligne. Troisième ligne était top Ouais, aussi. c'était tech. Bah, la piste était tech, hein, parce que le saut du premier virage, quand on sautait le virage Ouais. des filles et tout. Est-ce que, tu vois, aujourd'hui, ben moi qui reviens dans le milieu, je suis venu à Sariance, il y a quelque chose déjà qui me déçoit pour vous, c'est que vous roulez désormais tout le temps les mêmes pistes, Ouais. en tout cas sur le circuit Coupe du Monde. Ça varie entre Sariance, il y a Papendal, il y a la piste en Argentine Ouais. et Rock Hill, Ouais. plus ou moins. Ouais. Alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de variétés. Ouais. Les pistes sont aussi vachement aseptisées. Là, tu vois, en comparaison à Londres, alors là, on était peut-être sur un On format était à l'extrême un peu. un peu XL. Ouais. mais c'est pas pour autant, tu vois, qu'il y avait plus de chutes. Et je me rappelle, enfin, tu vois, on était quand même tous super alertes sur le vélo. On arrivait tous aussi avec le même niveau de connaissance Ouais. sur la piste. On avait beaucoup d'essais. Mais j'aimerais avoir ton avis, tu vois, sur l'évolution des pistes, justement. Bah ouais, après, moi, j'ai vraiment vécu des époques un peu différentes parce que j'ai Ouais. vécu les premières époques du Supercross. Donc du coup, Chula Vista, Madrid, des choses comme ça. Après, on est passé à ça, Londres, quand ils ont fait la boxe et tout, c'était quand même ouf. Hein. C'était culotté la boxe, ouais. Papendal, les premières années de Papendal, elles étaient aussi énormes, Ouais, les pistes. ouais, Hein. ouais. Et puis après, moi, j'ai vu un peu descendre le niveau justement de piste, quoi. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus... c'est facile, quoi. Il y a plus grand-chose à faire vraiment sur une piste de BMX, quoi. Et toi, en tant que pilote, aujourd'hui, est-ce que ça te sécurise davantage? Est-ce que c'est plus confortable pour toi? Est-ce que tu préfères t'exprimer sur des pistes, on va dire, un petit peu moins lookées Supercross comme ça pouvait l'être à l'époque? Ou est-ce qu'à l'époque, avec le côté spectacle, adrénaline, c'était quelque chose qui te drivait fortement? Bah, à 34 ans, je suis pas sûr que j'aurais aimé Londres 2011, tu vois. Parce que franchement, il fallait envoyer quand même. Hein. Ouais. Sauter par-dessus le virage des filles en première ligne droite à 8 de front. Même la section pro, là. La section pro, là, tu y retournes maintenant, tu te dis, c'est ouf. Hein. Moi, tu vois, là, de revoir ces images-là, la deuxième ligne, je fais waouh, c'était vraiment champ de boss engagé, quoi. Après, je pense qu'on aurait pu trouver un juste milieu quand même. C'est vrai que tu vois, les pistes un peu Chula Vista, Beijing, là, ça manque parce que au final, c'était des belles pistes, raides, assez grosses, mais les courses étaient belles et tout ça. Donc je pense qu'on est parti un petit peu dans le mauvais sens quand même, parce que le BMX Supercross c'est censé être assez gros, des gros sauts, des choses comme ça. Donc oui, ça me manque forcément. J'aimerais bien retrouver un peu des pistes de ce genre-là parce que c'est l'essence un peu de notre sport aussi, c'est action sport et des trucs un peu cool, quoi. Donc ouais, forcément. Après pour le sport et tout, avec toutes les chutes qu'on a eues au jeu, je pense qu'ils ont dû faire des choses comme ça. Ils n'avaient pas trop le choix s'ils voulaient rester au jeu. Donc je suis d'accord avec toi.
À mon avis, on aurait pu trouver un juste milieu entre les deux quand même, qui aurait fait des belles pistes et des belles courses. Et puis le niveau aussi, le niveau de tout le monde maintenant, on est vachement proche. Donc est-ce que sur des pistes comme ça marcherait maintenant, tu vois? Avant, là, tu vois, il y en a 4 ou 5 qui sont devant. Il y a des groupes quand même qui se créent facilement. C'est un peu moins dense. C'est un peu moins dense maintenant. Tout le monde s'entraîne vachement bien. C'était un petit peu moins dense à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes beaucoup plus en paquet. Ouais. Donc, des pistes comme ça aujourd'hui. Yes. Allez, bah écoute, je te laisse appuyer. On va regarder la petite dernière. Next one. Qui était aussi, assez folle. Yo! Boum! Déjà là, putain, et qu'est-ce que ça sert entre toi et Willoughby. Et ça. Nicklon en tête. Van Gorkom qui rentre 2. Toi qui est quand même assez loin, donc ça c'était une demi-finale, c'était pas une finale. Ça c'est la demi, ouais. Toi là t'es avant-dernier. Je suis avant-dernier, putain, Et là tu vas faire une 3e ligne droite. De dingue. Bam, bam. Boum. Et là, boum, tu rentres dans le virage, prêt à ressortir 3. Bon, ça finit en carton. Ça finit en fight. Ouais, on va laisser un peu là la vidéo. Et du coup, tu vois, c'est la partie intéressante pour moi. Donc là, il y a Kalen Young par terre. Tu étais tombé avec Willoughby également. Kalen était ultra vénère. Bon, un fait de course, quoi, ça arrive. Ouais. En même temps, tu étais arrivé full speed comme une bombe. Ouais, après le virage était ouvert, j'allais pas rester 5e, quoi. Et là, tu vois, après la ligne d'arrivée, Kalen qui était un peu chaud. Après, ça fait partie des moments aussi de ma carrière, hein. Franchement, je vais pas dire que ça m'a hanté pendant un petit moment, mais c'est sûr que ça m'a quand même, ça m'a perturbé, on va dire. Bah, c'était ma question. Ouais. Tu vois, effectivement, parce qu'avec ton statut tout frais, tu sais, de champion du monde, t'en parlais aussi tout à l'heure, t'as gagné ton premier titre européen en élite. Donc en gros, je caricature un peu la chose, mais du jour au lendemain, on a Joris Daudet qui débarque et qui fracasse et qui fait des trucs que personne ne fait. Et là, notamment en demi-finale, qui est capable de passer Caravane avant-dernier, à doubler tout le monde et les meilleurs du monde à ce moment-là. Ouais. Dans ta tête, justement, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'ego et le gars qui commente la course le dit, que le BMX c'était un sport de contact, tu vois. Comment t'as vécu ce moment en fait? Mais tu sais, dans les mois et les années qui ont suivi. Bah, comme j'ai dit, ça m'a un petit peu marqué quand même parce que j'ai toujours dit que j'étais pas un mec qui roulait agressif et tout ça. Et je pense que là, tu vois, même en regardant 15 ans plus tard, le move il est clean, je rentre pas à 90, je fais mon virage. Lui, il redescend au moment où moi j'arrive. Et c'est là où on se touche et puis voilà, ça tombe, quoi. Donc ouais, ça m'a un petit peu marqué pendant quelques temps. Après, avec du recul, je le comprends aussi. Comme tu as dit, je suis le jeune qui arrive, qui gagne tout, qui passe les mecs sur la piste. Et c'est vrai que ça doit être un peu chiant, quoi. Et Sam, c'était mon adversaire de mon âge, donc ça a dû vraiment le faire chier que je gagne le championnat du monde avant lui. Donc je pense qu'il y a eu quand même un petit peu de rancœur et ouais, il voulait, il devait être dégoûté, quoi. Kalen, il s'est tout de suite excusé après, lui, un quart d'heure plus tard. Ouais, il est venu à la tente, il est venu. Et ce qui est marrant, c'est que depuis, on n'est pas hyper potes, mais tu vois, on se parle régulièrement. Il a mon maillot chez lui de champion du monde et tout, donc tu vois, il y a une vraie forme de respect et puis il a toujours dit désolé, voilà, sur le moment j'étais chaud et puis voilà, mais Sam s'est jamais forcément excusé. Mais ouais, ça m'a un petit peu perturbé, surtout après moi je suis allé aux États-Unis, du coup ça c'est 2011. Fin 2012 je suis allé aux US. Et puis voilà, pareil, le français qui va aux US c'est pas forcément bien vu. Donc en plus avec l'historique derrière. En plus avec cette historique derrière. Exactement. Je le ressentais quand même qu'il y avait ce petit truc qui était toujours une amertume qui était là et qui. Parce que tu vois, je me rappelle à l'époque, il y avait, on avait encore des sites web d'actualité BMX et notamment un site web BMX Mania. Et il y avait des photos qui avaient tourné justement par rapport à ce fait de course.
Et je me rappelle le bashing, mais pas que sur toi, sur toute l'équipe de France. Ouais. Et même des gars connus, des riders, Ouais. tu vois, un gars comme DB44, Derek Betcher, Ouais. avait mais tellement taillé, quoi. Enfin, les mecs, c'était mais lâchés. Et je pense qu'il y avait aussi de la frustration, tu sais, par rapport aux années alliées, par rapport aux années Lévesque. Les gars, mais puis c'est les Américains, on était chez eux, tu fais pas ça, ils laissent pas passer, quoi. Ouais. Donc ça forcément, après il y a eu beaucoup dans un sens, il y a eu beaucoup de personnes qui ont bâché, mais il y a eu beaucoup quand même aussi de soutien. Moi j'ai reçu pas mal de messages d'élite justement qui m'ont dit franchement c'était pas dirty, fait de course, garde la tête haute, tu vois. Donc, il avait qu'à aller plus vite devant. Ouais, exactement. Et puis c'est fait du BMX, quoi. Donc, c'est clair. Mais c'est vrai que ça m'avait quand même un petit peu. Autant à l'époque, je l'aurais pas dit, tu vois. Ouais. Mais là, maintenant, avec du recul, c'est vrai que ça m'avait quand même un petit peu touché. Ouais. Et puis, j'ai jamais été une personne, agressive sur vélo et endurance sur du vélo, mais à non plus, l'extérieur quoi. aussi. Tu vois ce que je veux dire? M'attendre à l'arrivée pour aller me battre, c'est pas mon truc, quoi. Écoute, je pense que t'aurais pas besoin de battre, t'aurais pas eu besoin de te battre. Ouais, il y avait Quentin qui était à côté. Torse nu avec les pecs énormes. Il y avait Fab aussi, il y avait Quentin, il y avait Fab à l'époque. Ouais. Puis là, je vois, il y avait l'entraîneur de Maris aussi, donc. Mais c'est pareil, tu vois, parce que bon, effectivement, c'est des histoires qu'on aimerait éviter dans le sport, mais ça fait partie aussi, tu vois, du truc et ça rentre dans le comment dire, dans les bouquins, ces trucs-là, et ça soude aussi une équipe. Ouais. Tu vois, parce que clair. Je sais que derrière, on en avait reparlé en interne, tous ensemble, et il y avait eu un côté un peu. C'était sûrement. On fait pack, quoi, tu vois. Ouais, non, c'était. Et puis, on voit tous les Français autour, on était quand même. Je pense qu'on était tous un peu surpris par ce qui s'était passé, parce qu'au final, une chute, ça arrive tellement souvent dans un virage comme ça que, Enfin, moi, je m'attendais pas à qu'ils m'attendent à l'arrivée et qu'ils veuillent se battre, quoi. Et je pense que surtout, eux, vieux, ils s'attendaient pas à ce que tu les déposes non, comme exactement, ça, sur la ligne droite. C'est clair. Parce que Willoughby dans la butte, il essaie de me couper en deux. Enfin, tu vois, ça, c'est... Et cette notion, tu sais, que le gars dit BMX sport de contact. Donc ça, pour rappel, c'était en 2011. Ouais. T'en penses quoi de ça? Pour moi, oui, parce que... Enfin, oui. Sport de contact à la régulière, on va dire. Moi, dans ma jeune carrière, ça a toujours été comme ça que je roulais, tu vois, prendre les intérieurs. Je touchais pas forcément quelqu'un, mais c'est vrai que les virages, les trajectoires, les intérieurs, les choses comme ça, c'était mon truc, quoi. Et si tu peux pas faire ça parce que t'as pas le droit de toucher un mec, au final, tout le monde se suit et celui qui fait le shot, il gagne, quoi. Et je pense que c'est ce qui manque un petit peu ces dernières années, c'est que déjà les pistes comme elles sont faites, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de faire la différence. Les obstacles sont assez faciles et puis on a tous un petit peu l'appréhension au final de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est vrai que régulièrement, tu vois, sur des courses, pas forcément en élite, mais dans les catégories un peu plus jeunes, des disqualifiés, quoi. Ils sont ultra regardants. Il m'a poussé, il m'a sorti du virage, trop de contact, disqualifié, quoi. Mais non. Donc, après, nous en élite, on roule différemment, on est quand même un peu plus respectueux, on sait ce qui est possible de faire et pas faire, mais c'est sûr que. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, tu sais, que j'ai remarqué sur les coupes du monde que j'ai pu observer, déjà, tu vois, en vidéo ou séance. C'est que ça roule beaucoup plus proprement. C'est beaucoup plus respectueux. À l'époque, tu vois, serrer la gueule sur la grille de départ, but à 8 mètres ou pas but à 8 mètres, ça faisait partie du jeu. Démonter un mec dans un virage, c'était même bien. Tu vois, c'était un côté, tu vois, ego boost, paire de couilles, tu vois. Un move, moi, tu vois, qui a été super représentatif on va dire, dans ce changement-là, c'est le move de Cam Wood en demi-finale sur Sylvain le samedi ou le dimanche, je me rappelle plus. Quand Sylvain était 3 ou 4, il tombe à moitié là. Et Cam Wood rentre pour le prendre à l'interne. Sylvain se penche vachement à l'avant, tu sais, pour résister, pour tenir. Et en fait, le Cam Wood, le gars, il croyait pas, quoi. Il s'est dit, il va laisser passer, il va freiner et je vais passer, et puis c'est fait, quoi. Au final, il a fini par tomber, le gars. À l'époque, le gars serait rentré plein fer, droit. Ça aurait fait. Puis maintenant, il y a aussi notre histoire que nos qualifications se font au temps. Donc en fait, maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur, on n'a plus le droit d'aller taper quelqu'un. T'es 3 si tu vas aller chercher la deuxième place. Il faut mieux rester 3 avec un bon temps que faire deuxième avec un temps de merde. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Et donc du coup, maintenant, on essaie d'être plus propre, suivre, plus propre, garder notre vitesse pour gagner, pour faire un bon temps,
que d'essayer de gagner une place parce que la place, elle te sert à rien en fait. Faire 3e avec un bon temps, c'est mieux que faire 2e avec un temps de merde. Carrément. Donc en fait, ça change aussi un peu l'idée, le style de pilotage et le riding, quoi. Yes. Bon, en tout cas, vieux, cette année 2011, Pas mal. moi, C'était dans pas mal de vidéos quand même. super solide. Ouais, mais tu vois, on me voit pas trop dedans, Ouais, donc. ouais. On te voit de temps en temps, quoi. Mais écoute, c'était cool. Nickel. Ok. On est de retour. Donc là, on parlait un peu de cette guéguerre que tu as eue à ce moment-là avec Callan Young, avec Samuel Ogby. Moi, il y a un point que je trouve juste ahurissant avec toi, c'est que déjà, tu es issu d'une génération qui est complètement folle. Même âge, Samuel Ogby, double champion du monde. Tu as eu également Jelle van Gorkom, qui n'a pas été champion du monde, mais qui pour le coup, lui, a été vice-champion olympique. Ouais. L'année d'avant, du coup, c'est Sylvain André, champion du monde. Tu as eu Connor Fields, champion olympique, champion du monde, champion US également avec toi. Sam également champion du monde, champion US, pardon. Corben Chara, champion du monde également. Sylvain, bon, il a un petit peu moins perfait, on va dire, sur le long terme, ou en tout cas sur les Coupes du Monde. Mais en tout cas, il a été champion du monde. Même avec Sylvain, Twain Van Gent. Ouais. Ça fait quand même beaucoup de monde. Donc non seulement, une fois que tu es passé élite, tu as battu ces gars-là, à la régulière, à plusieurs reprises, et sur le long terme. Mais en plus de ça, tu vois, des générations comme Mary Strandberg, Callan Young, Donnie Robinson, qui d'autre encore, Mark Wheelers. Est-ce qu'au bout du compte, tu vois, c'est pas plus que les titres, c'est pas ça être the GOAT? The GOAT, ça c'est un peu, après tu le vois comme comme chacun le voit différemment, je pense. Résultat, longévité, enfin c'est un peu tout mélangé, on va dire. C'est sûr que en plus des titres, la longévité est quand même, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Même moi personnellement, j'aurais jamais imaginé faire ça à 20 ans, me dire à 34 ans, 35 ans, je serai toujours au top et je serai champion olympique, tu vois, c'est incroyable. Mais c'est vrai que énormément de générations dans ma carrière, un peu comme l'histoire des pistes, tu sais, là j'ai eu beaucoup de générations, Mary Strandberg, Wheelers, après ma génération à moi, la génération à Sylvain, Connor Fields et tout ça. J'ai roulé dans des eras un peu différentes. Carrément. Robinson, McDay, tu vois, ils étaient quand même encore là quand moi j'ai commencé en élite. Donc il y a un paquet de noms. Et même plus jeune, tu vois, un gars comme Killman. Killman, même plus vieux, Bessring. Il y en a un paquet de noms vraiment où on a roulé ensemble, quoi. Donc c'est impressionnant je trouve ça super cool de pouvoir d'avoir pu faire ça, quoi. Plusieurs générations et puis d'être toujours là où j'en suis avec les plus jeunes qui arrivent aussi. Regarde Romain Mailleux, il y avait Ami Doumir à l'époque, Jérémy Rancurel qui ont quoi 5-6 ans de moins que moi, qui sont aussi la génération qui a monté et qui est performante. Donc c'est cool. Yes. Tu parlais de longévité, justement à ce niveau-là. Donc tu ne te voyais pas forcément à l'âge de 20 ans, 34 ans évoluer encore de cette manière. Est-ce que tu as fait évoluer ta préparation par rapport à ça, en prenant de l'âge? Au bout du compte, tu sais, c'est voilà, un peu le rythme des choses sans forcément préparer, tu vois, le terrain. Ça s'est plutôt bien fait. Ou au contraire, tu as une vraie stratégie derrière? Ça s'est fait un petit peu automatiquement au final. Déjà, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, mes saisons étaient vachement longues. Donc, l'entraînement entre chaque compétition était différente que si tu roules de février à octobre, quoi, tu vois. Moi, jusqu'à fin novembre et fin novembre, c'était la course la plus importante de mon championnat. Donc, il fallait que je sois hyper performant là. Donc, on a réussi à trouver des choses qui fonctionnaient et des méthodes un peu d'entraînement et des blocs d'entraînement qui fonctionnaient pour moi personnellement et qui me permettaient de savoir un certain nombre de semaines, je suis capable d'être au top niveau et quoi faire, quoi. Donc ça m'a vachement aidé dans ma carrière. J'ai pas eu besoin de forcément m'entraîner toute l'année à fond. De janvier à décembre parce que c'est impossible. Donc sélectionner les compétitions qui m'intéressaient le plus et mettre des systèmes d'entraînement en place et c'est ce qui a fonctionné et puis c'est pour ça que j'ai toujours eu une équipe derrière moi au top.
j'ai pas changé beaucoup d'entraîneurs dans ma carrière. Au final, j'ai eu 2 vrais entraîneurs. Ouais, Jean-Christophe Tricard et Thomas. et Thomas. Donc Jean-Christophe du tout début jusqu'à 2013 et Thomas de 2013-14 à maintenant, quoi. Donc tu vois, 10-15 ans avec les deux. Donc c'est ce qui nous a permis aussi de bien nous connaître, de nous connaître personnellement et de savoir ce qui fonctionnait et quand fonctionnait, quoi. Et quelque part, tu sais, est-ce que ces 2 approches-là, parce que j'imagine que Jean-Christophe, c'est plutôt lui qui t'a poussé à ne pas te mettre trop vite à la muscu, qui quelque part t'a peut-être également, tu vois, préservé à ce niveau-là. Thomas, qui lui, pour le coup, avait du coup une typologie d'entraînement complètement différente, si ce n'est opposée, et du coup qui a permis de construire du coup la machine que tu es devenu derrière, en tout cas ne serait-ce qu'au niveau de l'entraînement physique. Exactement. Comme je dis, sans Jean-Christophe, je serais pas là où je suis, et sans Thomas, je serais pas là où je suis aussi. Tu vois, les 2 périodes de ma carrière, Jean-Christophe, il m'a permis d'avoir cette fluidité sur la piste, cette vision des choses sur la piste, de pas m'entraîner trop jeune, de me préserver physiquement. Je faisais avec ce que j'avais, et tu vois, et j'ai progressé au fur et à mesure. Et puis Thomas, quand je suis arrivé aux États-Unis, m'a permis d'avoir cette première ligne droite, cet aspect physique que lui connaissait bien en étant aux États-Unis aussi. Donc voilà, c'est un regroupement vraiment qui a permis de faire le pilote que je suis aujourd'hui. Ouais. Donc je pense que sans l'un ou sans l'autre, ça aurait pas forcément fonctionné non plus. Donc c'est vraiment le groupe que j'ai réussi à créer et qui a fait d'être performant comme ça. Ouais. Carrément. Et là aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure que sur pas mal de stats, au final, tu arrivais encore à progresser. Tu aurais un exemple ou 2 à nous donner? Des exemples, il y en a plein. Quand je vais à la salle de muscu, mes max en squat, tout ça, je progresse d'année en année. Forcément, là, je gagne pas 50 kilos par an, mais tu vois, toujours des petits trucs qui, au final, mentalement, te disent, tu continues toujours à progresser, tu régresses pas, donc c'est de bon augure. Et puis ouais, je pense que maintenant, je me connais bien aussi à mon âge, l'expérience qui me permettent de savoir quoi faire à quel moment, que ça soit physiquement et mentalement aussi. Donc, j'arrive vraiment à tout mettre en place pour un événement en particulier que j'ai envie de performer. Et c'est ça qui est, pour moi, qui est important. Ouais. Donc du coup, effectivement, tu es parti aux US en 2012. J'aimerais bien que tu nous parles de cette expérience-là, parce que peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, le rêve de tout le monde était de partir aux États-Unis, faire comme Christophe Lévesque, Thomas Allier. Avant eux, il y avait également eu Eric Milozzi. C'était le dream absolu de tout rider. Tu l'as réalisé. Je veux tout savoir, en tout cas, savoir ce que tu vas nous raconter là-dessus. Ouais, donc fin 2012, après les Jeux, je suis parti aux US avec ma femme d'aujourd'hui, ma copine de l'époque, Tigane. Donc ouais, déménager aux US, gros déménagement parce que moi ici j'avais un appart sur Bordeaux, mais bon, je revenais tous les week-ends voir mes parents et tout ça, donc gros changement. Habiter à 10 000 km, c'est pas la même chose, donc et elle aussi, donc ouais, gros changement, nouvelle culture. Tout était différent, quoi. Donc ouais, on a quand même un petit peu galéré, on va dire les 2 premières années surtout. Vous êtes installé où? On s'est installé à Irvine. Ok. Pas loin de Costa Mesa, du coup. On s'est entraîné à Bellflower. Donc on a fait 1 an à Irvine. Ensuite, on est parti à Chula Vista. On a fait 6 mois à Chula Vista. Ok. Ouais. Et parce qu'on n'avait pas le droit de s'entraîner dans le centre olympique. Ok. À l'époque, on n'avait pas le droit. C'était que les Américains. Donc, du coup, on habitait là-bas, mais on pouvait pas forcément rouler, donc c'était un peu chiant. Et ensuite, on est parti à Costa Mesa en 2015, et ensuite on a acheté une maison à Corona. Ok. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait. Mais ouais, difficile. On a eu 2 années un petit peu difficiles pour se mettre dans le rythme. Ouais. Trouver ses marques. Ouais, trouver ses marques, culture différente, pays différents, nourriture différente, pistes différentes sur les compétitions, comment tu roules, totalement différent, basé sur la première ligne droite aux États-Unis quand même. Tout ce que je pouvais faire en Europe, ça marchait pas aux US. Tu gagnais pas de position sur la piste, tu faisais pas des intérieurs dans les virages. Enfin, c'était vraiment un style de pilotage totalement différent, qui a été compliqué pendant quelques années. Et puis voilà, c'est là où j'ai décidé de changer d'entraîneur à peu près 2014 avec Thomas.
pour vraiment travailler cette première ligne droite et essayer d'être performant sur les pistes américaines. T'étoffer physiquement, Physiquement, ouais, physiquement. Lui, il savait quoi faire pour gagner et pour avoir des premières lignes droites, des bonnes premières lignes droites aux US. Donc voilà. Et puis ensuite, donc j'ai fait quoi, 2013, 2014 un petit peu compliqué, et 2015 c'est l'année où j'ai commencé à bien performer, podium, des victoires. Yes. Et c'est là que j'ai remporté mon premier titre. Premier titre US en 2015. Et puis ensuite, j'ai enchaîné et puis j'ai réussi à garder cette forme pour gagner quelques titres là-bas. Donc, ouais. 6 au total? 6 au total, ouais. Donc, ouais, belle expérience, franchement. C'était un rêve, comme on a pu le dire, un rêve quand on est gamin, de pouvoir performer là-bas, d'aller là-bas, déménager là-bas. Le rêve américain, l'American Dream, quand même, il était toujours là quand moi j'y allais, même si c'était pas les époques de Christophe, de Thomas, où tout le monde s'entraînait à Orange ensemble, tu vois, c'était quand même un petit peu différent. Mais il y avait quand même toujours cet American Dream qui faisait quand même rêver les Français et les pilotes du BMX, quoi. Et puis le niveau, il y avait Maris, Sam, il y en avait quand même tous les pilotes, les meilleurs mondiaux qui étaient là-bas. Donc ouais, un rêve. Et puis ouais, j'ai réussi à gagner mon premier titre, et ensuite là-dessus on a continué, et puis on a fait quand même une belle carrière. Enfin, j'ai fait une belle carrière là-bas, donc c'est cool. Remporté pas mal de titres, et puis ouais, pas forcément que dans le BMX, dans la vie aussi. Marié, eu un enfant là-bas, donc c'était vraiment cool. Ouais, des bons moments, belle période de ma vie, on va dire. Et tu disais que sur la piste, c'était compliqué pour toi, tu sais, de doubler, etc. Donc il a fallu que tu t'adaptes. Est-ce que c'est réellement la première ligne droite que tu as su développer qui t'a permis de gagner des courses, des titres, ou il y a également eu un mix au niveau du style de pilotage? Ouais, je pense que c'est un peu les deux, mix de style de pilotage, parce que déjà, en France, sur les obstacles, on va dire sur les bosses, on prend de la vitesse sans pédaler, alors qu'aux US, la plupart du temps, tu vois, les premières bosses, les trucs comme ça, faut pédaler. Donc ça, c'est des choses que nous, on connaît pas du tout de l'Europe aux US, tu vois. C'est des techniques de pilotage totalement différentes, comment garder sa vitesse dans les virages, sur les bosses et tout. Donc ça, je pense que j'ai vite compris comment ça fonctionnait. Et puis je pense que ouais, 70-80% de la performance était basée sur la première ligne. Donc une fois que j'ai réussi à me transformer un petit peu physiquement, on va dire, à comprendre comment faire des all shots et sortir en tête, c'était quand même bien plus facile, et c'est ce qui m'a permis de gagner pas mal de titres. Ouais. Yes. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir en Europe, du coup? Du coup, on est revenu en Europe en 2022. On avait l'impression, je parle en parce qu'en tant que famille, ouais, en tant que famille surtout, qu'on avait un peu fait le tour du truc. J'avais gagné 4 ou 5 à l'époque titres USA BMX. Avec les Jeux à Paris 2024, j'avais envie de me rapprocher un petit peu du système fédéral, pouvoir m'entraîner un petit peu sur la piste de Saint-Quentin, me rapprocher un petit peu de Thomas aussi. M'entraîner avec un petit groupe avec Thomas, parce que aux États-Unis je m'entraînais tout seul. Thomas m'envoyait les programmes, mais toujours tout seul sur les pistes. On se regroupait le soir, ils ouvrent les pistes le soir, mais c'est différent. On va pas quand on veut. Il y a des soirs, des jours qui sont ouverts et tout. Donc voilà. Mais je faisais mon entraînement tout seul. Donc voilà, j'avais envie d'un peu de changement, un peu ouais, une nouvelle jeunesse, on va dire, de repartir un petit peu sur des bonnes bases, et me rapprocher de Thomas pour Paris, quoi, surtout. Ouais. C'est aussi une manière, du coup, tu sais, pour te relancer. Ouais, exactement. Ouais, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour et de vouloir voir autre chose. Ma femme était enceinte du deuxième, on voulait peut-être se rapprocher un peu de la famille. Ouais, histoire. Il y avait plein de choses qui ont fait que c'était le moment qu'on bouge en France, et puis un beau challenge qui est arrivé aussi 3 ans plus tard avec les Jeux, d'être en France avec les amis, la famille, et puis ouais, dans la vision forcément des Jeux de Paris, quoi. Au top. Au top. Je vais te poser quelques questions maintenant. C'est un peu out of the blue. Moi, il y a un truc qui me branche, tu vois, de savoir, parce que c'est une question que je me suis déjà posée plusieurs fois. Si demain, tu pouvais aligner sur la grille 7 autres riders, peu importe les générations, peu importe les époques, peu importe les nationalités, 7 gars avec qui tu aurais rêvé de rider, alors il peut y avoir des gars du présent, des gars du passé, ça serait qui?
7 et moi je suis le 8e du coup. Ouais. Ok. Les mecs à leur prime. Ouais, Tu prends ouais. les mecs à leur prime. Bah, déjà, je vais dire Thomas et Christophe parce que c'est souvent un peu on va dire la discussion que tous les 90s ont avec nous, tu vois, à l'époque. Est-ce qu'ils nous auraient battus? Est-ce qu'on est meilleur qu'eux? Tu vois, donc ouais, c'est vrai que ça serait cool de voir chaque génération à leur pic un petit peu, voir la progression et qui était meilleur. Donc ouais, je vais dire Thomas, Christophe. Je dirais Maris, forcément. Je dirais Sam. La génération un petit peu avant Christophe, je pourrais pas te dire forcément parce que j'étais pas trop dans le truc non plus. Donc je vais rester un petit peu sur les années là. Je dirais Kyle Bennett. Kyle Bennett, ça fait 5. Et puis je vais mettre Nick Timan. Et je vais mettre un jeune du moment. Je vais mettre Romain Maillot. C'est beau ça. Ouais. Un peu de toutes les générations, quoi. Tout à l'heure, on parlait de génération et du fait que tu as pu battre ta propre génération, mais également toutes les générations fortes au fil du temps. Chez les jeunes, et justement, est-ce que tu vois une véritable relève, que ce soit aussi bien en France qu'à l'international? Ouais, oui, il y a forcément de la relève. Il y a des jeunes qui roulent super bien. Je vais dire malheureusement pour eux, c'est que notre génération, on est toujours là et qu'on continue à être là. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce que nous, on a l'expérience, on a le vécu, on a tout ça qui rentre en compte et au final, sur des événements assez importants, on arrive toujours à être là parce que on sait comment faire, on sait quoi faire et on a cette expérience-là qui est vachement importante dans le sport de haut niveau. Donc c'est vrai que pour la génération après nous, c'est un petit peu compliqué parce que voilà, on est là et on a pas mal de monde un peu plus vers la trentaine qui sont performants. Mais oui, il y a du potentiel. Après, est-ce que c'est difficile de dire qui c'est qui sera fort, qui c'est qui sera pas fort. Mais tu vois, les générations un peu plus jeunes comme, je vais dire Isaac, Kennedy, Cam Wood, tu vois, les mecs comme ça, ils montrent quand même qu'ils sont là et qu'ils sont performants. Donc, je pense que dans les années à venir, quand notre génération va commencer à s'en aller, je pense ça sera les meilleurs, les meilleurs niveaux, quoi. Est-ce que tu as parfois l'impression que le jour où justement, toi, Sylvain, quitterais au final le monde du BMX, pas simplement la France sera en deuil, mais le monde entier au bout du compte? Tu le perçois ça un petit peu? Non, j'ai du mal un petit peu à le percevoir, ouais, parce que c'est vrai que quand on est dans le monde du BMX, on est dans le monde du BMX, quoi, tu vois, et j'ai du mal à me dire, quand j'arrête, les gens, est-ce que je vais manquer aux gens? Est-ce que tu vois notre génération va nous, enfin, tu vois ce que je veux dire? Du coup, j'ai un peu du mal à me mettre dans cette perspective, on va dire. Puis on est un monde un petit peu petit, donc au final, quand je vois un petit peu, après Maris, c'est un peu différent parce que comme il est parti, il a quand même été double champion olympique et tu vois, je trouve qu'au final, on l'oublie vite. Ouais. Tu vois, Maris, là, ça fait quoi? Il est parti, il a arrêté qu'en 2018? 2017, 2018, ouais. 2018, donc presque. Assez jeune au Tu final vois, aussi, et ouais. il a fait presque 10 ans. 2017, ça fait pas 10 ans, mais bon, 8 ans, quoi. Et j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'il est parti, tu vois. On n'entend plus trop parler, les gens en parlent plus forcément beaucoup. Donc, j'ai un peu l'impression que ça sera la même chose pour nous et qu'au final, forcément, on a marqué l'histoire, mais on va nous oublier rapidement et on passera à la prochaine génération. Et je pense que c'est des cercles un peu qui fonctionnent comme ça, quoi. T'as raison. Quelle valeur est-ce que t'aimerais laisser lorsque les gens ou tes fans, tu vois, parce que j'ose imaginer qu'il y a des milliers de petits riders qui t'a inspiré et qui ont toujours en tête, tu vois, Joris Daudet. Quelle image, quelle valeur t'aimerais leur laisser, ou en tout cas, que puissent avoir de toi? Au-delà de toutes les médailles, tous les records, parce que c'est vrai qu'on dit toujours,
je roule pas pour être le GOAT, je roule pas pour avoir tous ces records. Enfin, tu vois, je roule parce que je me fais plaisir, j'aime ce que je fais. Forcément, les victoires et les championnats, c'est agréable et c'est quelque chose qui restera gravé en moi, mais c'est pas mon but forcément premier d'être 6 fois champion USA BMX. C'est pas, enfin, quand j'ai commencé le BMX, c'était pas pour ça. Donc j'espère que au-delà de tout ça, j'espère qu'ils se souviendront de ma personnalité, de mon style de pilotage, tu vois, comme j'ai pu le dire, passer les gens sur la piste, les virages, les choses comme ça. Je pense que c'est un peu ce qui me caractérise aussi. Et j'espère que ouais, ils se souviendront de ça et puis de ma personnalité en tant qu'humain aussi, avant tout, quoi. Je pense que je suis une personne assez simple, gentille, j'espère. Donc ouais, j'espère qu'ils se souviendront de ça. Yes. Justement, on parle de valeurs, on a parlé, tu sais, de potentiellement le prochain chapitre. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis déjà, une potentielle reconversion? Est-ce que c'est quelque chose que tu anticipes? J'y pense de plus en plus, forcément. J'y ai pas pensé jusqu'à Paris parce que j'avais un objectif ultime et c'était les Jeux à la maison et de remporter cette médaille. Mais c'est vrai que on va plutôt vers la fin que vers le début, donc il me reste pas non plus 10 ans de carrière, ça c'est sûr, même si on le souhaiterait, mais physiquement, mentalement, c'est pas possible d'aller beaucoup plus loin. Donc oui, j'y pense. Après, j'ai beaucoup de questions, des réponses, je les ai pas forcément, mais ouais, j'y pense. J'essaie de voir ce qui est possible de faire, que ce soit dans le monde du BMX ou pas du tout, mais ouais, de voir un petit peu ce qui est possible de faire. Pour l'instant, je me fais toujours plaisir sur mon vélo. Je suis toujours à un niveau qui me convient et qui me plaît pour me battre pour des victoires et des championnats. Donc pour l'instant, ça c'est bien, mais combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Donc ouais, j'essaie de prévoir un petit peu l'avenir. Écoute, est-ce qu'il y aurait un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé qu'on puisse traiter, qu'on puisse échanger là-dessus, quelque chose en particulier, tu vois, ou pour toi, tu penses que c'est bon, on a couvert tout le scope. Ton objectif T'as d'autres questions ou c'est fini? Non, après, ça sera plus ou moins fini, ouais. Ok. Non, je pense qu'on a fait quand même pas mal. On a fait pas mal de choses au final. La jeunesse, la carrière. On a fait une belle partie quand même de ma carrière et de ma vie en général. Alors, 2 petits sujets là, tu vois, ça remonte. J'y pense. Premièrement, ton objectif pour cette saison 2025. On est avant le championnat du monde. On est avant le championnat du monde. On va l'annoncer, parce que quoi qu'il en soit, ça sera la rentrée. Mais du coup, là, tu vas t'aligner au championnat du monde. Tu as fait un petit break après Sariance. Ouais. Donc là, championnat du monde, objectif. Objectif, garder le maillot de champion du monde, forcément. C'est l'objectif. Petit break après Sarrian. J'avais une petite blessure au dos avant Sarrian. J'ai été à Sarrian malgré ça. Donc voilà. J'étais satisfait de mon niveau à Sarrian. Et puis après, j'ai décidé de faire l'impasse sur Papendal pour me concentrer sur la préparation pour le championnat du monde. Donc voilà, on a quoi, 15 jours aujourd'hui des championnats du monde. Donc satisfait de ma préparation, très bonne préparation, tout s'est bien passé. Donc pour le moment, on est bien. Et puis ouais, ça va être cool de retour sur les terres du premier titre champion du monde, Copenhague 2011. Mais ouais. Et ouais, donc c'est cool. C'était un beau petit challenge aussi début d'année de me dire j'aimerais bien y aller et être performant. Donc voilà, c'est cool de retourner là-bas 14 ans plus tard. Ouais. Donc et sans vouloir te mettre la pression, bien évidemment, mais je sais que tu te la mettras pas. Si tu remportes ton 4e titre, là pour le coup, ça serait un record absolu parce que tu serais le premier rider à remporter 4 titres de champion du monde élite. Ouais. Toi, Kyle Bennett, 3 chacun. Ouais. Là, pour le coup, ce serait le premier. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Objectif. Relax. Et la toute dernière question pour moi, en tout cas, pour clôturer un peu ce podcast. On parlait, du coup, premier podium au championnat du monde 2010. On est en 2025, 15 ans plus tard. Quel a été, selon toi, et là, au bout du compte, peu importe l'aspect, ou en tout cas, peu importe, tu sais, le focus, que ce soit aussi bien technique, physique, sur les pistes, sur le matériel, tout ce qu'on veut. Quelle est, selon toi, la plus grosse évolution dans le sport que tu as pu connaître? Là, il y en a
y a des choses à discuter. Il y a eu beaucoup d'évolutions parce que depuis 2010 c'est en élite, mais bon, depuis 2007-8, les juniors et tout, il y a eu de l'évolution. Mais pour moi, je pense que l'évolution d'entraînement et de récupération était la plus importante. Parce que on a quand même beaucoup appris, beaucoup de nouvelles méthodes d'entraînement et énormément de méthodes de récupération parce que à notre époque, enfin, tu vois, 2010-2011, on avait une selle haute. Je sais même pas si on en avait une selle haute pour récupérer après les tours. Pour monter la selle. Ouais, on montait la selle. Donc voilà. Et maintenant, enfin, il y a tellement de techniques. Enfin, tu vois, les bains froids, les bottes de récupération, les massages. Enfin, tout ça, ce qu'on faisait pas au final à l'époque. Et je pense que c'est aussi ce qui a permis ma longévité dans ma carrière, c'est de vraiment suivre un petit peu ce processus et toujours apprendre au fur et à mesure des années. Et voilà, les techniques d'entraînement, les techniques de récupération, elles sont de mieux en mieux. Et moi, je suis un petit peu ça. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé dans ma carrière. Donc, ouais, je pense que les techniques d'entraînement, récupération, tout ce qui est physique a été la plus importante. Ouais. Top. Joris, en tout cas, écoute, on te souhaite de rider encore quelques saisons. Parce qu'on a envie que tu nous fasses plaisir, on a envie que tu nous gâtes. Et tu vas nous gâter. Oh, j'ai une petite anecdote là qui me revient. On parlait d'évolution à l'instant. Ouais. L'évolution, moi, la plus notable chez toi, c'est ta selle. Bah, selle. Parce que c'était 2008 ? Je sais pas, 2007 ou 2008, petite Quand selle, tu vois les selle fourcottes. léopard. Ah, la selle léopard. Après, j'ai man. toujours dit, je privilégie le confort au style. Hein. C'est pas C'était faux. Confort. C'était confort. Putain, je me rappelais que je t'avais taillé en 2008 au championnat selle du monde. léopard avec un cox or, à mon avis. Écoute, regarde. Ouais. On est 2008, donc 17 ans plus tard, je me rappelle On encore. en parle, tu vois, comme quoi ça t'avait marqué. Je devais être un génie du marketing au final. Eh, t'as vu? Tu vas trop convertir là-dedans. Bon, mais top. Merci. Jo, écoute, c'était un régal vraiment. Merci à toi. On est arrivé au bout. Ton dernier mot. Merci à toi déjà, Background, pour la podcast. C'est cool, c'est vraiment cool d'avoir une podcast pour l'instant spécial BMX. Donc voilà, c'est ce qui nous manquait un petit peu dans le monde du BMX, donc c'est cool de pouvoir faire ça, d'avoir un temps avec toi, c'est cool, on se connaît depuis trop longtemps, donc c'est vraiment chouette. Et puis merci à tout le monde qui me suit, tous les messages, tout le soutien durant les années, tout au long de ma carrière, donc c'est cool. C'est pas encore fini, donc j'espère que tout le monde suivra ça avec impatience et puis que tout le monde aimera ce petit podcast qu'on a fait ensemble. On s'est bien régalé, donc voilà. Écoute, merci pour ton temps. Tu nous fais rêver, continue de nous faire rêver. Bon championnat du monde, bonne saison 2026, parce que ce podcast sortira du coup en septembre, ça sera déjà une nouvelle saison attaquée. Donc go for it, my man, et à tout bientôt. Merci Momo.